Lucas, on te connaît aussi sous le nom de Market Damp et Mmh mh. notamment pour ton activité liée au personal branding, dont tu parles beaucoup, des grands noms de l'infoprenariat francophone. Tu travailles notamment avec Antoine Blanco depuis Ouais. plusieurs années, mais aussi d'autres gros créateurs dont on aura l'occasion de parler aujourd'hui. Mais je voulais entamer ce podcast en te surprenant un peu. J'ai travaillé dans le football professionnel pendant plusieurs années OK. et j'ai découvert en préparant ce podcast un point commun qui nous lie, une certaine passion pour le football. Mmh mh. Et je suis notamment tombé sur cette photo que je t'envoie à Mmh. l'instant sur WhatsApp, qui te fera peut-être rire, et qu'on affichera au montage. Bien sûr. Le jeune Lucas, qui était déjà fan il y a 12 ans du PSG. Ouais, Tu parisien d'origine, plus ouais. précisément de région parisienne, mais tu vis à Dubaï aujourd'hui depuis, Mmh mh. plusieurs années. Alors ma première question, pour toi est la suivante: est-ce que ça te manque un petit peu, la France, ou pas du tout? Bien sûr que ça me manque. Là, ça fait, plus d'1 an maintenant que je suis ici, on aura l'occasion d'en reparler, mais d'origine, je suis venu, parce que je travaille à 100 avec Antoine Blanco, du coup, donc comme si c'était un CDI pour lui. Mais évidemment que ça me manque, après, je suis parti pour diverses raisons, qu'elles soient, travail, fiscalité, sécurité, météo et cetera. Plein de choses évidemment qui, sont propres à ma décision, mais évidemment que l'aspect, fiscal est rentré en jeu, l'aspect opportunité. J'avais aussi, rien qui me retenait en France, genre prêt immobilier ou quoi que ce soit. Madame a quitté son CDI et on s'est installés tous les 2 ici, donc et on vit une vie, totalement, on va dire, chill par rapport à tout ce qu'on voit sur internet, des autres. Mais évidemment que ça manque. Ce qui manque, c'est aussi les proches et ce qui manque, c'est aussi voilà, de temps en temps les moi je suis quelqu'un où j'aime bien me balader, où j'ai vécu dans le 9-3 pendant très longtemps, après, dans le 77. Donc pouvoir me balader un peu des fois avec ma mère en forêt ou aller courir et tout, ça c'est des trucs qui manquent évidemment, tu vois? Mais après, encore une fois, faut savoir faire des petits sacrifices pour avoir des petites victoires aussi, tu vois? Donc je pense que c'est un bien pour un mal aussi. Ouais, effectivement, tu dans la préparation de ce podcast, tu m'en parles beaucoup de ce slogan, on y reviendra. Ouais, Tu parlais de cette vie un peu chill à Dubaï. C'est vrai que ouais, pour le coup, on a vraiment cette image de la fast life, de cette vie très, rocambolesque avec, ouais, beaucoup de frasques et cetera. Ça a pas l'air d'être ton cas. non. Pourquoi est-ce que justement toi, c'est pas le cas? Alors que je pense qu'on en parlera aussi, c'est pas comme si tu manquais de réussite ou que tu côtoyais pas des personnes qui justement peuvent vivre ce genre de vie. Ouais. Pourquoi est-ce que toi tu t'en préserves ou en tout cas pourquoi est-ce que toi tu la vis pas cette vie-là? Bah, en fait, je suis pas attiré par ça. Mmh. Évidemment, tu vois, plusieurs fois, je me suis posé la question: «Tiens, j'aimerais bien m'acheter une belle montre et cetera», mais j'ai déjà 2 montres, que ce soit des Apple Watch ou même une petite Seiko ou je sais pas quoi, que je m'étais fait kiffer. En fait, déjà, je les mets jamais, tu vois? Tout ce qui est, supercar ou quoi que ce soit, même voiture, j'en ai pas. J'habite à côté du canal, donc avec madame, on va en vélo à la plage ou en trottinette, tu vois? Quand je vais dans le centre jouer au foot, je vais en trottinette aussi. Donc et puis, je pense que c'est aussi mon éducation, tu vois? Mes parents, que ce soit ma mère ou mon père, ont toujours quand même assez bien gagné leur vie, donc j'ai jamais eu à me plaindre. Mais très vite, on avait, vraiment la notion d'argent, tu vois? C'est-à-dire que tu avais tel argent à ton anniversaire et tu faisais ce que tu voulais avec, mais une fois que tu l'avais entre guillemets «épuisé», bah, on n'allait pas te redonner, tu vois? Genre, on n'avait pas ce truc d'argent de poche quand on était gamin. Donc et il fallait attendre les anniversaires ou Noël avant d'avoir des trucs, donc je pense que c'est cette éducation-là qui, moi, aujourd'hui, m'a permis de pas me dire, et déjà à Dubaï, tu peux en plus tomber dans ce truc de: «Je vais spend, je vais cramer énormément d'argent pour, on va dire, show off un peu et me la raconter sur les réseaux». En vrai, c'est OK si ton marketing, c'est ça et que du coup, tu arrives à avoir des clients grâce à ça. OK, why not? Mais moi, déjà, c'est pas trop ma personnalité. Je suis plus, on va dire, casanier avec madame. Moi, si tout va bien dans ma famille, que je gagne mon argent, qu'avec madame on se fait kiffer, que, tout ce qui est aspect sport, moi, ça va, je suis en bonne santé et que j'arrive à faire du sport quand je veux, où je veux, c'est OK, tu vois? Donc c'est pour ça, je suis pas quelqu'un de matérialiste, tu vois? Les plus grosses dépenses que j'ai, c'est en vrai, c'est en matériel vidéo Mmh. parce que, bah, c'est ce qui me permet aussi en physique, ici aux Émirats, de vivre aussi, encore plus, aisément, on va dire, en plus de brain scale à côté, tu vois? Donc et attention, c'est du travail, c'est pas coup de baguette magique évidemment, mais c'est pour ça que je suis pas du tout, dans ce game de, on va dire entre guillemets, «m'as-tu vu?» tu vois? Mmh. Ouais, justement, pour le coup, je pense que le matériel, de création vidéo et audio est est bien assez cher comme ça. C'est déjà Ouais, une jolie dépense. Chaque micro coûte 200 balles au moins, enfin bref. ouais. Hem, Justement, parlons un peu de ce que tu fais. Mmh mh. Hem
moi, j'ai envie de creuser un peu plus profondément parce que c'est le but de ce podcast. Heu Déjà parlons un peu de ce que la plupart des gens peuvent voir et savent à peu près de toi. Mmh. Et puis après rentrer un peu plus dans les backstage, disons. Donc tu travailles aujourd'hui avec, des gros créateurs, des plus petits créateurs. C'est quoi un peu le panel de tes activités? Je sais que tu en as plusieurs, formes. Globalement, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Exactement, donc il y a 2 activités, la principale activité, c'est une activité qui est donc, physique, on va dire, alors je j'aime pas, ce mot-là, mais on va l'utiliser juste pour donner une image, tu vois? Un peu un modèle Mmh mh. d'agence, même si je suis tout seul et je délègue à beaucoup de freelance à côté après, et Mmh. que j'ai pas une structure, on va dire, comme, je sais pas, j'ai des amis à moi là qui s'appellent, Gemeos, tu vois? Qui se font des sites internet. Eux, voilà, ils ont du personnel, c'est encore plus structuré et tout. Moi, j'ai ce truc où c'est, on va dire entre guillemets «un peu plus freestyle» parce que c'est moi qui shoot en physique pour tous mes clients que j'ai. Donc voilà, il y a prestation physique pour, qui constitue, la plus grande majorité de mon chiffre d'affaires par mois, pour des entrepreneurs. À 80, ça reste des infopreneurs, même si, du coup, c'est ça qui est intéressant. J'ai de plus en plus d'autres clients qui ont des business, immobiliers à Dubaï, notamment qui se développent beaucoup et je commence à avoir quelques clients aussi là-dedans et en fait, c'est des clients qui vont passer avec moi, sur la partie, réflexion sur la stratégie, aide au script, vérification et délégation des montages avec moi, les éditeurs que je connais et c'est un peu, ce que j'aime bien appeler des packages un peu all inclusive où en fait l'entrepreneur a pas à se prendre la tête sur sa personal brand. J'arrive, tout est bien setup, tout est bien rodé sur la partie script, montage vidéo et cetera. Elle a juste à cliquer sur publier, elle peut rester, focus à 100 sur son activité, physique ou en ligne et puis à côté de ça, j'ai, du coup, moi ça fait plus de 5 ans que je fais ça, mais c'est une partie, plus consulting, on va dire, en ligne, qui s'apparente évidemment, on va pas se le cacher, à un accompagnement en ligne. Faut poser les mots, sur les termes. Où là, véritablement sur une période de 6 mois, j'accompagne du coup, des entrepreneurs à développer leur personal brand avec une partie de done for you et done with you. La seule chose que je ne fais pas pour eux, on va dire, c'est, les shooter, en physique. OK. C'est plutôt intéressant parce que pour le coup, j'ai plusieurs questions qui sortent. Ouais. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'au début, tu me disais qu'effectivement, tu avais principalement de l'infopreneur et puis que là, c'est en train un petit peu de Mmh. de switcher. La question de la marque personnelle, de la personal brand, c'est une vraie question aujourd'hui, Mmh. encore plus avec, des crises de la confiance, avec, de l'IA qui arrive. Est-ce que tu vois justement sur le marché là, de justement de la marque personnelle, de l'image en ligne, une espèce d'évolution où il y a de plus en plus de personnes, même hors infoprenariat, hors, justement des gens qui auraient besoin que de ça à l'origine et qui étaient dedans. Est-ce que tu Ouais. vois d'autres personnes, d'autres profils, et tu sens pas juste dans tes clients à toi, mais de manière générale un mouvement, OK, on a besoin d'une personal brand même hors, infoprenariat? Bien sûr, bah, si je prends l'exemple, que j'ai énoncé pardon juste avant, c'est l'immobilier à Dubaï, tu vois? Avant, si tu veux, c'était beaucoup de capsules short, donc sur Insta, TikTok et cetera. Moi, j'ai commencé donc avec ma cliente qui s'appelle Jordan Imo, sur YouTube. Je vais pas peur de Mmh. citer mes clients, je m'en fiche. Hem Et comme ça, les gens pourront aller voir par curiosité. Et donc en fait, tu vois, on discutait, donc avec Jordan et en fait, on se disait qu'effectivement, avant, il y avait ce truc de l'immobilier à Dubaï, c'était beaucoup de shorts, donc de vidéos verticales. Maintenant, quasiment tout le monde vient sur YouTube, tu vois? Donc le next game après, c'est les ads évidemment, tu vois? Pour qu'il y ait une petite roue de contenu qui tourne toute seule. Mais ouais, sur ce secteur-là, à Dubaï notamment, quasiment maintenant, tous les agents, hommes, femmes, sont à minima sur le format short Insta, TikTok et viennent aussi sur YouTube. Tu vois, là, j'ai, un de mes amis, qui est aussi dans l'immobilier qui s'appelle Maxime, où là, on va lancer, des premiers documentaires immobiliers sur sa vie d'agent et cetera. Donc là, on va en shooter un premier en février et donc c'est un des secteurs, tu vois, que je vois de plus en plus et notamment si on part, de façon plus générale sur la personal brand, évidemment qu'aujourd'hui, même les tu vois, un de mes clients qui est Jean Launder aussi, le truc, c'est que ces gens-là voient, pour pas te citer que lui, mais plein d'autres, des gens qui ont, énormément marché en publicité. Aujourd'hui, bah, vont aussi sur le format un peu plus, bah, organique, personal brand et cetera, YouTube, Mmh. Insta, parce que ça permet aussi de faire baisser les coûts et de pouvoir toucher une nouvelle audience également, tu vois? Mmh. Mais dans tous les secteurs, de toute manière apparents, tu es obligé aujourd'hui d'avoir quand même une présence, sur les réseaux sociaux, tu vois? Alors peut-être qu'il y a des exceptions, et c'est OK, mais je pense qu'aujourd'hui 95 des secteurs, ont besoin quand même d'une présence, en vidéo, tu vois? Ouais, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est marque personnelle. C'est-à-dire que les gens Mmh. aussi, en tant que fondateurs,
et on le voit, tu vois, même à très grande échelle, qui sont pas forcément, volontaires, mais des fois oui. Mmh, Par exemple, Elon Musk, typiquement, dès qu'il fait, une action, ça peut faire monter ou baisser la valeur, des Tesla et le nombre de ventes. C'est ouais. hyper intéressant de voir qu'en fait, Mmh, ça touche absolument tous les secteurs. mmh, Et l'autre point que je trouve intéressant dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vers YouTube. On en parlait, dans ouais. un autre podcast sur la crise de la confiance. Est-ce que tu vois aussi l'intérêt et la vraie diff entre format court et format long et c'est ce besoin-là de passer justement sur du format long plus ouais, plus profond en fait, plus Ouais. avec plus d'autorité? C'est ouais, bi évidemment et en plus j'ai un exemple, tu vois? J'ai quelqu'un qui a pas, enfin qui s'appelle Ilyes, tu vois? Qui a rejoint Brainscale il y a pas longtemps et donc Mmh. qui est un, très bon copywriter pour les plus grands, sur les challenges, les webinaires et cetera et en fait donc tout à l'heure on était au café, on faisait notre petit, rendez-vous un peu, personal brand. En plus donc là lui aussi habite aux Émirats donc c'est facile, on peut se OK, voir, ça on va, peut ouais. échanger sur, ce qu'il est en train de faire sur ses scripts, sur ses shorts, sur ses vidéos YouTube pardon et en fait je lui disais que en fait l'objectif Insta et YouTube c'est Insta, je te découvre, qui tu ou quoi que ce soit et YouTube, j'ai véritablement confiance en toi et je prends un appel, et cetera, tu vois? Et aujourd'hui tu ne peux pas, selon moi, hem quand tu fais si on prend, on va dire un exemple tout simple d'un infopreneur, tu ne peux pas que te développer via Insta, tu vois? Le Mmh. truc, c'est que tu vas te confronter à énormément de concurrence, à énormément de setters, donc de personnes qui dialoguent dans les DM pour toi et cetera, qui vont, des fois, bah, dialoguer face à des prospects qui ont déjà des setters aussi en place. Bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc c'est obligatoire d'aller sur YouTube, tu vois? Parce que en fait, quelqu'un qui va regarder une vidéo de toi, 10-15 minutes où tu parles de quelque chose qui est intéressant, et qui prend un call, bah, techniquement la personne elle est qualifiée, tu vois? Mmh. Moi, les gens qui prennent des calls avec moi, déjà, ils peuvent pas les prendre via Instagram, à part si le setter, fait le bon process. Ils peuvent que les prendre depuis YouTube, tu vois? Et sur YouTube, après, j'ai un process qui sur c'est ce que je dis tout le temps avec les entrepreneurs avec qui je bosse, c'est chaque vidéo YouTube avec iClose, tu vois? Tu dois savoir combien de calls tu as rapporté chaque vidéo YouTube. Donc tu dois mettre des liens spécifiques sur chaque vidéo YouTube, c'est ce que moi je fais avec les clients. C'est OK, cette vidéo elle m'a rapporté 10 clients, 10 calls, cette vidéo 3 quoi que ce soit et ça te permet en plus de masteriser Mmh. après ta stratégie sur YouTube, tu vois? Mais YouTube c'est obligatoire. Par contre, à contrario, selon moi, attention ce n'est que selon moi, quelqu'un qui vend que se développer sur YouTube, c'est OK, mais tu es obligé de te servir de YouTube et ce qu'on appelle un peu, j'avais pris ça d'un entrepreneur, bon qui a dû reprendre d'autres, tu vois, US là, qui s'appelle Matt Gray, qui parlait de la Mmh. waterfall content, la fameuse technique de la cascade qui fait que tu postes une vidéo YouTube, tu t'en sers pour découper partout et pour faire des LinkedIn posts si tu as besoin, des posts Twitter, des posts sur YouTube Community, des shorts sur Insta, sur TikTok et cetera, tu vois? Quand tu évolues après, il y a d'autres stratégies qui sont, bien mieux adaptées, je trouve. Mais tout ça pour dire que si tu te lances sur YouTube, bah, il faut aussi que tu sois à minima présent sur Insta ou quoi que ce soit, Mmh. parce que la stratégie des stories, du coup, comment tu fais? Faut poster un minimum quand même, je pense, selon moi, tu vois? Mais un réel par jour, c'est déjà très bien. Les gens qui disent plus, si tu en as la capacité, tant mieux, mais si tu as pas la capacité, reste sur un par jour, c'est déjà très bien, Mmh. tu vois? Donc évidemment YouTube first, mais Insta obligatoire derrière. Ouais, c'est intéressant et pour le coup, on en parlait aussi dans ce podcast et je suis assez d'accord. C'est l'idée que quand tu mets vraiment énormément d'énergie sur une plateforme, en tout cas au début et je pense plutôt aux Mmh, profils que tu accompagnes, en consulting parfois, c'est compliqué de mettre autant d'énergie sur l'un et sur l'autre parce que tu dois tout faire toi-même, tu dois faire ton ouais, montage, ton script et cetera. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement cette technique de Matt Gray que je connais aussi et qui est vraiment cool, ouais, qui est cette cascade et en fait ça se réutilise et parfois, tu vois, par exemple sur du B2B, les gens ont mmh, pas forcément le temps de faire du short et du long forme. Par contre, tu peux récupérer ouais, ton script, tu le balances sur exactement. LinkedIn, Substack, et c'est très pertinent et pour le coup, c'est hyper intéressant. Hem et justement, comment est-ce que tu vois cette évolution ensuite, une fois que tu as passé un peu ce palier, «J'ai plus le temps» et cetera? À un créateur, qu'est-ce que tu recommanderais de déléguer? J'ai un peu l'idée, mais Ouais. globalement, ce serait quoi les trucs un peu prioritaires pour un créateur qui commence à bien se développer, pour justement passer aux étapes suivantes? Pour quelqu'un qui vendrait plutôt de l'infoproduit? Ouais, par exemple. Ouais, bah, la première chose, c'est évident, c'est le montage vidéo, hein. Ça, c'est ce qui Mmh. permet quand même d'avoir cette tranquillité d'esprit où souvent, c'est ce que je dis à mes clients, moi, je leur fournis, en fait, si tu veux, un et je réfléchis même à mettre un service d'editing à l'intérieur, mais pour l'instant, je leur fournis un Google Sheet avec, 100 candidatures éditeurs vidéo. Eux, ils peuvent piocher dedans et avoir tout de suite des contacts et tout de suite produire par rapport au script que je vais leur écrire au début du consulting. Mais grosso merdo, je pense que
1re chose, c'est l'editing. Comme ça, tu shootes, Google Drive, boum, tu tranquille, tu frame.io, tu corriges ta petite capsule après, tu es tranquille. YouTube aussi direct, si tu peux le déléguer, tant mieux. Même si aujourd'hui tu as pas besoin de faire de l'editing, plus, on va dire. Et après, peut-être plus tard le closing, même si, je suis assez OK, de se dire que jusqu'à un certain stade, c'est mieux de prendre les appels de closing. Comme ça vraiment tu pars faire ton produit, les objections, les interrogations des gens et cetera. Le setting aussi, si tu peux le déléguer quand même, ça c'est et traquer avec un Google Sheets ce que la personne fait, c'est quand même, aussi, on va dire assez important de le faire assez rapidement. Mais ouais, je pense, je dirais, l'editing, le setting, ouais. OK. Trop intéressant. En tout cas, ça me permet d'avoir une vision un peu plus d'ensemble de ce que tu fais, notamment aux auditeurs aussi. Ouais. Revenons-en un tout petit peu à toi. Je suis chaud de, voilà, creuser un peu, ton parcours. Avant de f d'arri d'en arriver là, Mmh. tu disais que tu faisais ça depuis plus de 5 ans, et Ouais. que ça faisait quand même un petit moment que tu bossais, que tu bossais là-dessus. Je regardais un petit peu tes contenus sur YouTube. Tu parlais du fait que c'était justement hyper important d'avoir une strat sur YouTube. J'ai vu que Mmh. ça faisait un petit moment que tu publiais plus dessus. Heu, Mmh. Pourquoi est-ce que, justement tu as stoppé ça? Parce que sur YouTube, je voyais notamment des contenus très authentiques, des contenus Mmh. podcast aussi, où tu partageais ton Ouais, quotidien et ça permettait aux gens de justement connecter avec, qui tu es. ouais. Pourquoi ce choix de te refocaliser sur du format court? Ouais, bah, les gens vont se dire: «C'est ouf parce qu'il dit YouTube, mais en fait, il poste pas». En fait, c'est parce que, j'ai une autre chaîne, en fait. J'ai une OK. autre chaîne qui s'appelle, Lucas Dampérou, donc prénom, nom de famille. En fait, d'origine, j'avais une chaîne donc qui s'appelait donc Market donc mon créateur, où l'audience n'était pas, si qualifiée que ça. Mmh. Et je faisais beaucoup de mainstream. J'ai fait beaucoup trop de YouTube Shorts, ce qui fait que en fait, les 60 000 abonnés que vous voyez sur la chaîne, il faut être transparent avec les gens, tu vois? Je les ai quasiment pris qu'avec des YouTube Shorts, tu vois? Où je faisais genre des millions de vues en YouTube Shorts et je prenais je me rappelle sur 3 vidéos, j'ai pris respectivement, 10, 15, et 9, je crois, 1000 abonnés du coup sur chacune des YouTube Shorts. Donc ce qui veut dire que tu peux gonfler ta présence sur YouTube grâce aux YouTube Shorts, mais du coup que le pont entre les gens qui regardent les YouTube Shorts, bah, ils vont continuer à regarder des YouTube Shorts et les gens qui regardent du format long, ils vont continuer à regarder le format long. Et en fait, le pont entre les 2 ne s'est jamais fait. Et je faisais trop de mainstream, j'avais pas vraiment de stratégie un peu optimisée et en fait, quand j'ai recommencé la chaîne YouTube de 0, là, on est quasiment, je suis quasiment à 2 000 abonnés, tu vois? Mais c'est des contenus beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces et cetera. Tu vois? La seule vidéo qui est partie virale, elle a fait 11 000 vues, comment se lancer sur YouTube en 2026. Mais c'est soit, je vais faire, des vidéos téla, des miros, des choses un tout petit peu plus éditées, des changements de plan et tout. Mais on va éviter de faire un tuto CapCut, qui va faire, 400 K vues que j'ai vu, mais qui m'a pas forcément rapporté des clients. Alors ça aurait été très bénéfique à mon avis si j'avais une formation CapCut avant derrière, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est pour ça que j'ai fait ce switch. Donc j'essaie de publier véritablement une fois par semaine. Donc là, je commence à réavoir mon rythme de croisière et c'est parfait et comme ça, j'envoie directement à l'éditeur et j'y vais, tu vois? Mais OK. si, je poste quasiment, 1 fois par semaine là. Je me suis remis, j'ai une petite période de stop pendant, le mois de janvier et tout, perso et après, là, je me suis remis, d'aplomb, directement. Parce qu'en fait, j'ai vu, si tu veux, que en lançant cette chaîne, je commençais à avoir des calls, grâce à YouTube, ce que je n'avais pas avant avec 60 000 abonnés. Donc ce qui veut bien dire que si tu targetes une audience qualifiée sur YouTube, à faire pas que des YouTube Shorts, et faire du vraiment long format intéressant, et il y a pas de raison que ça marche pas, quoi. OK. OK, OK. Je crois que j'ai un tout petit bug de cam. Je ferai un petit cut, à ce moment-là. Je Mmh. me le note juste. T'inquiète, t'inquiète. Tac. OK, c'est bon. 23, 28. Du coup, revenons-en un tout petit peu, maintenant que j'ai, voilà, c'était un peu ma dernière question sur tes contenus. Ce que je voulais un peu, travailler avec toi du coup, enfin en tout cas, creuser avec toi parce que je l'ai moins vu, c'est, l'avant Dubaï, Mmh. notamment. Tu disais que tu avais passé beaucoup de temps, dans le 9-3, autour de Ouais, Paris et cetera. Hem Quel est un peu le parcours de, tu vois, je te montrais cette photo au début du podcast, ouais. du Lucas, je savais que ça te ferait sourire, du Lucas fan du PSG qui a un peu quitté, tout ce qu'il connaissait à ce moment-là. Comment c'est arrivé? Un peu c'est quoi un peu le parcours avant Dubaï? Bah, le parcours avant Dubaï, moi, ça faisait vraiment 5 ans que je travaillais, à partir de si on parle d'aujourd'hui, quand on fait ce podcast, vraiment Mmh 5 mh. ans que je travaille sérieusement sur les réseaux et tout. Donc j'ai eu une phase, véritablement créateur de contenu où là, je faisais beaucoup, de marketing d'influence, ambassadeur pour des marques et tout, mais vraiment
des très belles entreprises à chaque fois, tu vois? Il y a eu, LinkedIn France, TikTok US où j'ai rencontré le CEO de TikTok à Cannes, où j'ai fait des interventions en anglais, donc c'était incroyable. Il y a Snapchat, enfin, il y a eu vraiment Amazon, enfin, il y a eu vraiment plein de belles marques avec qui j'ai pu bosser, donc ça, c'était vraiment cool. Mais après, très vite, j'avais commencé déjà, la première année où je me rappelle où je me suis lancé genre TikTok, Insta à fond, parce que moi ça fait, je pense depuis le lycée, tu vois? Où mes matières préférées c'était genre arts plastiques, sport et tout et même en arts plastiques, déjà on faisait des clips un peu, vidéo avec des potes et tout, on se tapait des barres et moi j'ai toujours, kiffé un peu genre appareil photo, caméra depuis petit, parce que notamment mon père kiffait en vacances avoir l'appareil photo, prendre des vidéos et des photos de nous. Donc nous souvent avec mon frère, tu vois? On touchait le boîtier et tout et moi je pense que j'ai pris cette habitude-là et j'ai voulu lancer plein de chaînes YouTube au début, genre fitness, compte Insta fitness, ça a jamais vraiment marché, mais je kiffais le process là. Et après, je me suis véritablement lancé et petit à petit, j'ai commencé aussi, directement à bah, tu sais, quand tu augmentes ta brain, tu as plein de questions, des gens, «Bah, tiens, fais pareil pour moi» ou quoi que ce soit et là, véritablement, à ce moment-là, j'ai commencé plutôt à shooter des entrepreneurs parce que moi, c'est ce qui m'intéressait. C'était vraiment genre, business en ligne, business physique et Mmh. pouvoir un peu, documenter, la vie des entrepreneurs ou quoi que ce soit et en fait, très vite, j'ai eu des clients comme ça en shooting. Après, j'ai voyagé, plusieurs fois à Dubaï pour les vacances et une fois, j'ai, donc voyagé pour faire des podcasts qui sont du coup sur Market Damp. Mais, c'est là que j'ai rencontré du coup Antoine Blanco avec, lequel j'ai sympathisé. 2 semaines après, il mettait une story comme quoi moi j'étais revenu en France. Il cherchait quelqu'un pour manager tout le pôle contenu ou quoi que ce soit. Donc là, moi à ce moment-là, j'ai postulé. J'ai travaillé une année complète avec lui à distance. Donc de temps en temps, je venais, aux Émirats et tout pour le voir. Et puis à un moment donné, on s'est dit: «OK, let's go, faisons ça en physique», tu vois? Et c'est pour ça que j'ai voyagé ici à Dubaï. OK. Donc ouais, non, en gros, la porte d'entrée était vraiment Antoine Blanco, l'opportunité, Ouais, avec bien sûr. lui Ouais. et du coup, suite à ça, donc déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as vraiment sauté sur l'opportunité dès qu'elle est venue. Ouais. Ce qui et en fait, enfin, tu as sauté dessus parce que tu étais prêt aussi, donc ça, c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens pourraient penser, en fait, il est en Antoine Blanco et ça a pété et point et en fait, il y Mmh. a tout le travail derrière de en fait, il a travaillé avec beaucoup de marques, il a créé du contenu pendant des années avant Ouais. d'être vraiment suffisamment compétent et je pense que c'est important aussi de le préciser dans le sens où justement, tu en préparant ce podcast, tu en parlais, hem, nulle victoire sans sacrifice. Ouais. Et pour le coup, la plupart des gens aujourd'hui espèrent un résultat très rapide avec peu d'efforts. Mmh. C'est ce que beaucoup veulent, aujourd'hui alors que justement, c'est un peu faux en général. En tout cas, c'est très rare. C'est quoi ton avis justement sur ces personnes qui espéreraient avoir ce genre de parcours-là, comme le tien assez rapidement en quelques mois, passer de là où ils en sont à un résultat complètement différent? C'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, après, en plus, je pense que je suis qu'au début de quelque chose, donc c'est pour ça, faut jamais, aussi prendre les choses pour acquises, tu vois? Mmh. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi un problème aujourd'hui des réseaux sociaux où, au final, tu sais, on te vend, des solutions faciles ou quoi que ce soit et en fait, malheureusement, les gens ne disent pas que derrière, ça implique du travail ou en fait, on va te vendre une solution miracle, mais derrière, c'est de l'arnaque, c'est du bullshit, tu vois? Donc et c'est pas pour rien qu'il y a je sais pas combien de personnes qui jouent au loto, chaque année, tu vois? Qui voudraient juste, «gagner» entre guillemets, sans rien faire et Mmh. ça marchera d'ailleurs toujours. Mais je pense que c'est aussi ça et les gens en fait sont tu vois, une fois j'avais vu une vidéo, elle était super intéressante pour avoir fait mon 1er marathon et avoir été dans la douleur, je sais ce que ça implique et en fait, souvent les gens, à la fin du marathon, vont se dire, «Ah ouais putain, tu sais, putain, il en a chié de ouf». Alors oui, j'en ai chié de ouf, mais en fait, j'en ai chié de ouf beaucoup plus sur la préparation, tu vois? Et en fait, ils voient pas, ce truc de préparation dans l'ombre. Donc en fait, souvent les Ouais. gens vont se dire, «Waouh putain, Yomi, il a une superbe vie, il est super riche». Ouais, mais en fait, le mec, ça fait genre des années qu'il fait ça, qu'il a Mmh. charbonné tout seul dans sa chambre et tout, à faire ça encore et encore et souvent les gens, oublient un petit peu ça parce que certaines personnes, des fois, hommes comme femmes, ont des marketing qui sont vraiment poussés sur la facilité de gagner vite de l'argent ou quoi que ce soit. Et derrière, ils oublient de dire aux gens que bah, c'est pas facile, tu vois. C'est pas en cliquant sur 3 boutons que tu vas devenir millionnaire, sinon en vrai, tout le monde le serait, tu vois. Mmh. Ouais, c'est clair. Ça me fait penser à plusieurs choses, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent, je recommande d'aller regarder un jour la chaîne d'Iman Gadzhi, Mmh. qui est un des rares à avoir documenté, dès ses 14 ans ce qu'il faisait et qui est l'exemple parfait de ce que tu dis, qui illustre Bah ouais. très bien.
En fait, à 14 ans, c'était un nerd, qui quittait l'école, qui lisait, 2 bouquins par semaine Ouais, et les gens, ne voient que l'image du mec de 24 ans, multimillionnaire. Mais bien sûr. effectivement, c'est hyper intéressant. Hem, J'avais un deuxième point, mais je suis en train de l'oublier. C'est pas grave, mais en tout cas, vraiment, très pertinent comme dit oui, ça y est, j'ai retrouvé mon idée. Tu disais aussi que justement quand tu as fait un marathon, tu en avais chié. J'avais un podcast avec Louis, qui est Louis Frambeau qui a une application qui s'appelle Maximus et OK. on mettait une différence entre, la douleur, le fait de se faire mal, et la souffrance. C'est-à-dire faire Mmh. une douleur en fait, qui est pas voulue. On prenait l'exemple de David Goggins Ouais, et on disait justement que, bon, pour le coup, lui, c'est vraiment l'exemple, un peu poussé, disons. ouais. Hem, mais il y a une vraie question qui est qu'il y a aussi des gens qui vont choisir une activité, qui vont se faire volontairement mal, mais qui Mmh. prennent pas forcément plaisir dans ce truc-là. Je trouve Ouais. que c'est un vrai questionnement aujourd'hui parce que tu as beaucoup de gens justement, dans leurs messages qui leur disent: «Bah, comme tu le dis d'ailleurs, il faut faire des sacrifices pour, obtenir quelque chose, pour obtenir une victoire». Mais pour autant, dans ce sacrifice-là et dans l'activité en elle-même, parfois les gens oublient de prendre plaisir. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu penses, que tu aimes mettre en avant? Parce que, par exemple, David Goggins, adore en fait se faire mal. C'est quelqu'un Mmh. qui aime profondément se faire mal. Hem, c'est quoi ton avis là-dessus justement sur les gens qui choisissent peut-être une voie où ils se font juste mal et ils prennent aucun plaisir, sur le chemin? En vrai, je pense que, ça reste très personnel. Si tu es, si tu OK avec ça, let's go en fait, tu vois? Si juste, tu travailles, ça te fait mal et cetera, mais derrière tu gagnes ton argent et tu aligné avec ça, bah, let's go. Après, j'espère pas pour toi que, tu sais, à 40, 45 ou 50 ans, tu te réveilles en te disant, «Putain, ouais, en fait, je suis blindé, mais j'ai jamais vraiment, profité, de tout ça ou quoi que ce soit quand j'étais peut-être un peu plus jeune». Je pense que c'est juste une question c'est un avis perso. Si tu es OK Mmh, avec ça, let's go, tu vois? Je pense qu'on on peut pas, on peut pas poser vraiment une vérité sur quelque chose qui est personnel, tu vois? Tu as des gens qui vont aimer ça, tu as des gens qui vont pas apprécier, mais qui du coup vont s'en rendre compte et qui vont changer les choses. Mais si tu es aligné avec ça, c'est mmh. c'est aucun souci. Encore une fois, ça reste personnel, donc on ne peut pas, on ne peut pas donner un conseil à quelqu'un si lui, il est OK avec ça, tu vois? Ouais, carrément, carrément, je partage complètement ton avis. Toi justement, dans ton activité, Mmh. comment ça a évolué en termes hem, de difficulté et de plaisir aussi dans ce que tu faisais? Hem Qu'est-ce que tu as apprécié le plus faire sur tout ce chemin-là? Est-ce que c'est, venir filmer des gens en physique? Je crois que tu m'en Mmh. parlais dans ta préparation de podcast, c'est, cette idée que tu détestes ton office, contrairement à beaucoup de gens qui créent du contenu, qui Ouais. aiment bien justement, monter, être derrière sur leur réseau et cetera. Toi Ouais. justement, tu détestes ça et cette partie en physique, tu aimes bien la garder. Où est-ce que tu prends le plus de plaisir dans ce que tu fais au quotidien? Ouais, c'est ça, c'est vraiment en fait, j'aime énormément ce que je fais, mais si je devais évidemment dégager, heu, quelque chose pour répondre à ta question quand même et ne pas dire, «J'aime bien les 2 trucs que je fais», tu vois? Et de pas avoir d'avis. Évidemment que je dirais le physique parce que, tu sais, si je prends un exemple tout simple, mais, j'ai la chance, bon, évidemment, c'est, des portes qui se sont ouvertes et quand il y a des portes qui s'ouvrent, il faut que tu t'engouffres dedans aussi, ce qui est logique. Après, c'est aussi une question de qualité de travail. Si la personne, elle fait appel à toi une fois parce qu'il y a une bouche à oreille, mais qu'après 6 fois de suite, elle fait appel à toi, c'est que tu fais quand même du bon travail, tu vois? Mmh. Mais tout ça pour dire que ouais, le physique, j'adore, pouvoir surtout en fait, bah, à chaque fois, en plus du travail, tu vois? Pouvoir discuter avec, l'entrepreneuse, avec l'entrepreneur de plein de sujets différents et de pouvoir échanger sur des choses qui, moi-même me sont utiles pour mon activité et qu'elle-même, peut apprendre des choses, de moi aussi, tu vois? Ça, c'est tellement enrichissant, tu vois? Je veux dire, j'ai fait, pour citer lui dernièrement, mais il y en a plein d'autres évidemment, hein. Mais tu vois, les 3 jours qu'on a fait avec Yomi pour son challenge, la triple A, toutes les ads en extérieur ou quoi, c'est moi qui ai pu le filmer ici, à Dubaï. Bah, en fait, c'est top parce que tu sais, tu déjeunes avec lui le midi, tu parles de tout et rien et tout. Bon, moi, j'avais déjà eu l'expérience où j'étais parti une semaine avec eux, dans le sud de la France filmer une vidéo YouTube aussi, donc je le connaissais déjà un peu avant et je le connais aussi via Antoine et tout. Mais tu vois, ce genre de moment en physique, c'est top. Alors oui, c'est beaucoup plus fatigant. C'est vrai que, de se faire enfin, ça demande, pardon, une énergie différente que de faire du consulting, on va dire, derrière son ordi, Mmh. que j'adore aussi parce que ça me permet de rentrer plus dans la data ou quoi que ce soit. Les 2 activités sont top, mais ouais, de pouvoir partager des moments en physique avec les entrepreneurs, c'est vraiment chouette.
C'est intéressant parce que du coup, ça me fait me poser une vraie question, puisque tu prends Mmh. énormément de plaisir à, justement faire de la presta en physique, à être présent avec les gens, et à passer du temps avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, dans, cette partie-là de ton activité, est-ce que tu te sens vraiment CEO, chef d'entreprise ou prestataire? C'est une question qu'on se posait avec Rémi, qui était, Head of Sales chez Antoine aussi, je sais Mmh. pas si tu vois qui c'est? Ouais, ouais, je capte. Et qui est justement tombé dans ce piège-là. Est-ce que Ouais. tu te sens, sur cette partie-là, justement un peu à vendre ton temps ou est-ce qu'au contraire, tu as une autre vision sur Bah, justement cette presta en physique que tu as? ouais, dans tous les cas, tu vends ton temps. Quand tu fais de la Mmh, presta, ça c'est une évidence, hein, le gars qui va shooter quelqu'un qui dit que: «Je vends pas mon temps», si tu vends tout de même ton temps. Mais le truc, c'est que j'ai rarement des shootings, en fait, ça va mmh, au-delà, tu vois? Je vais avoir préparé en amont les scripts. C'est vraiment une prestation où on va dire le point d'or, c'est quand même le shooting, mais derrière tout l'aspect, stratégie, consulting, gestion des éditeurs vidéo, quoi que ce soit, tu vois? Donc en fait, ça mmh, reste quand même une grosse presta dans le global que du shooting en soi, que je fais rarement, tu vois? La mission one shot, je la fais rarement parce que, ou sinon en fait, si c'est une mission one shot, moi, je vais expliquer à la personne que je vais quand même, storyboarder quelque chose avant, qu'on va mettre en place un petit fil rouge de shooting, qu'on va devoir faire ce plan-là, ce plan-là. Donc j'ai besoin que tu racontes ça, ça, ça à tel moment, tu vois? Ne que de faire un truc de, quelqu'un me book, il va me dire: «Écoute Lucas, tu te mets là, 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 tu shootes ça, ça, ça». Ça, j'en ai quasiment jamais, tu vois? Vraiment OK, quasiment jamais. Parce que ça OK. en fait, c'est c'est enfin, je dirais pas que ça m'intéresse pas, mais quasiment, en fait, tu vois? Le truc, je pense qu'aujourd'hui, attention, je suis personne, tu vois? Mais avec le recul et avec les clients que j'ai pu avoir, je suis en capacité de donner quand même des conseils de shooting, de cadrage, même sur les ads, de pouvoir, tu vois? Les clients aiment bien aussi que des fois je donne des idées, que je participe à leurs ads en même temps, et puis en direct on va dire: «Attends viens genre je vais leur dire: "Bah attends tiens viens on fait ce hook là et ça va super bien marcher"», tu vois? Tu Mmh, vois, j'ai un exemple tout bête mais, on faisait des créas ads avec, Jérémy Négré donc Gorantier sur les réseaux, et à un moment donné on avait des tableaux Velleda, tu vois, dans les mains et je lui dis: «Mais putain mec on est à 2, tu sais quoi? Viens on fait une créa ads où, on fait comme l'émission Les Amours là sur France 2, on fait un hook très accrocheur et après on part sur la créa en mode one shot freestyle, tu vois? Et on part là-dessus, boum, top perform du challenge, tu vois? Donc, des fois, tu vois, je vais trop avoir bien. des idées comme ça où on va pouvoir la faire du tac au tac et c'est ça aussi que les clients aiment bien, tu vois? Je pense qu'ils aiment bien aussi le fait est que j'ai shooté avec beaucoup d'entrepreneurs, d'infopreneurs, donc en fait, ils aiment bien savoir, «Ah tiens, vas-y, tu as fait quoi pour Yomi? Ah tiens, tu as fait quoi pour Jean et Jody qui ont pas mal marché et tout? Ah tiens, viens, on refait ça et tout» et je pense qu'ils trouvent ça cool aussi, tu vois? Donc ça va au-delà du mec qui est derrière sa caméra, quoi. Mmh, ouais, je vois très bien et effectivement ça te sort un peu de cette image-là. Ouais. Ça me fait rebondir sur un autre point. Tu parles justement d'avoir des idées des fois qui pop up et on Mmh mh. va on va aller là-dessus. Hem Et tu en parlais dans un de tes derniers contenus, format court, que même si là, tu vois, tu viens de me le décrire comme étant un point positif parce que du coup, ça permet d'avoir des super résultats, tu t'en parles aussi comme un défaut, des fois, Mmh. Ouais. comme étant quelque chose qui justement, t'empêche d'être, très pertinent dans ce que tu fais, parce que, bah, tu as plein d'idées qui pop up, tu sais pas laquelle choisir et tu as envie de faire plein de choses. Comment est-ce que tu fais déjà, pour, contrer cette, volonté de créer? Comment est-ce que tu fais pour faire un choix? Mmh. Est-ce que tu restes sur ton idée première? Est-ce que c'est vraiment si tu as un feeling un peu fort, tu choisis cette idée, sinon tu la laisses divaguer, tu la prends en note? Déjà, c'est quoi ta stratégie perso pour, justement contrer cette idée-là? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état-là de Ouais, beaucoup ouais, d'idées c'est qui pop up. sûr. Bah, je pense qu'on a tous beaucoup plus, de vidéos, enregistrées sur Insta que de vidéos qu'on poste sur une semaine, tu vois? Ouais. Donc en vrai, moi j'essaye de me tenir à ma pardon, sur ma stratégie personnelle, excuse-moi. Mmh mh. Donc c'est-à-dire, bah, des posts, un tout petit peu broad pour reprendre un tout petit peu d'audience supplémentaire, on va dire. Et puis après faire le tri avec, des contenus, bah, du coup, experts, perso et peut-être un tout petit peu plus, on va dire mindset, lifestyle et tout, même si c'est un peu plus Mmh. rare. Beaucoup plus social proof qui est mieux, notamment avec les stories, avec les backstage en shooting ou quoi. Mais non, en fait, je me tiens quand même à ma stratégie, tu vois? Par contre, quand j'ai de l'avance sur des contenus, j'hésite pas si j'ai une idée dans la journée à la shooter et au moins c'est shooté, mon éditeur va l'éditer assez rapidement et je pourrais tout de même la poster, tu vois? Mais Mmh. je me tiens quand même à mon fil rouge, ce qui est important parce que sinon après, tu pars dans tous les sens, tu vois? OK. C'est, j'ai une deuxième question par rapport à Mmh mh. ça. Hem
comment est-ce que tes clients, ils le perçoivent, ces idées qui pop-up? Est-ce qu'ils le perçoivent est-ce que tu as un retour là-dessus déjà? Mais surtout, comment est-ce qu'ils le perçoivent? Est-ce qu'ils le perçoivent comme: «OK, il est super créatif, c'est trop bien», ou est-ce qu'au contraire, ils ont l'impression d'être un peu perdus dans tes idées? Parce que toi, je pense que c'est plutôt clair dans ta tête. Mais de l'extérieur, comment est-ce que tes clients, que ce soit, tes clients en consulting ou tes clients en physique, comment est-ce qu'ils perçoivent: «Ah putain, il a plein d'idées», est-ce que ça les perd ou est-ce qu'au contraire ça les chauffe et ils sont très contents en général? Ouais, non, non, je pense sans ouais, sans mentir, ils sont contents, tu vois? Parce que plusieurs fois, notamment en physique, tu vois, j'ai le truc de, moi, si je te et c'est véridique, hein, tu vois? C'est, que ce soit un homme ou une femme, on me l'a dit 2 fois. Mais tu vois, si je te prends Lucas, c'est pas juste pour venir poser une 2 caméras et me Mmh. shooter, tu vois? C'est pour, avoir ta réflexion derrière sur la strat, les formats qui fonctionnent bien, tenter des trucs, tu vois? Donc ouais, en fait, c'est beaucoup plus, pour ça en plus du shooting qui me prennent, tu vois? C'est pour avoir cette réflexion de se dire: «Bah, voilà, Lucas, tu peux regarder, je sais pas, les concepts qui marchent en ce moment, me proposer deux trois idées comme ça, boum, let's go, on tente le truc», tu vois? OK. OK, OK, trop bien. Hem, Justement pour parler un petit peu de tes clients, aujourd'hui tu travailles avec des gros créateurs, Mmh. je veux bien que tu me dises un peu une liste de tes clients, peut-être ceux qui t'intéressent le plus ou ceux avec lesquels tu travailles le plus ou récemment. Et si on devait un peu avoir des noms un peu, réputés, connus, tu travailles avec qui globalement, notamment en physique à Dubaï? Alors alors, que ce soit j'ai travaillé ou je travaille, bah, là, actuellement, dans la liste, alors Antoine Blanco, ça a pas mal changé, mais on bosse toujours ensemble, hein. Dès qu'il m'envoie un message pour shooter, moi, je réapplique, direct. Je sais, en fait, je lui dois tout de même enfin, je lui dois beaucoup quand même, donc en fait, il faut toujours aussi avoir, ce retour sur la personne qui t'a, ouvert la porte au début. Mmh. Donc Antoine toujours. Là, on va reprendre avec Jérémy, Goranty aussi, Jordan Imo, bon, Jean Hollander et Jody sur la partie, ads les 2 quand ils font des Mmh. webinaires challenge sur Liberty Webby. Jean sur la partie organique aussi, que ce soit, YouTube, Short et cetera. Puis après, il y a quelqu'un qui gère toute la partie, posting et editing des stories et tout. J'ai Matteo Cowett aussi maintenant, qui fait lui du OK. gros copywriting. Et donc là, on s'est pris une presta tous les 2. J'ai Tania de Ineos Family qui font beaucoup de challenges sur l'investissement long terme. Là, j'ai eu un nouveau client qui s'appelle Léopold Klein qui aussi est dans tout ce qui est investissement en bourse et notamment sur YouTube, où là, on va shooter pas mal de ads et cetera aussi maintenant. Donc en fait, ça varie, tu vois? Sur des mois, il peut y en avoir des nouveaux comme des anciens qui reviennent. Mais tu vois, comme je disais, ouais, Yomi Denzel, je l'ai shooté. Là, on a mis une petite pause puisque, félicitations à elle, elle est maman, mais j'ai eu, Delphine du podcast Richissime OK. longtemps en shooting ads, que je shoot, bah, dès qu'elle sera prête à repartir. Donc non, je les ai, j'ai eu Théorizzi une fois qu'on a fait pas mal de shooting YouTube ensemble et tout. Donc non, j'en ai eu pas mal. Franchement, j'en ai eu pas mal. C'est intéressant parce que c'est vraiment que des gros noms. Alors là, pour le coup, c'est vraiment propre à l'infoprenariat, un petit peu de l'immobilier aussi. Bien sûr. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a un fil rouge entre tous ces clients? Dans le sens où, tu sais, en général, on choisit plutôt des clients, selon un certain profil avec lequel ça matche bien. Ouais. Est-ce que, justement, tu as retrouvé ce point commun-là entre tous ces clients, en mode, voilà, il y a vraiment une caractéristique ou plusieurs qui font que j'ai envie de travailler avec eux et que je les accepte comme clients ou pas du tout? J'ai jamais, ouais, franchement, c'est juste le feeling à chaque fois, tu vois? J'ai oublié Kémil, tu vois? Mais Kémil que j'adore aussi. C'est juste à chaque fois, ça match super bien en physique, en visio et tout et let's go, ça part, tu vois? Donc évidemment, bah, Mmh. Antoine en est pour beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui m'ont découvert sur ses buildings publics et tout. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'aujourd'hui, j'ai aussi réussi avec mon travail, mais en plus grâce à son bon gros coup de pouce d'avoir, plus de clients et tout. Mais, j'ai jamais eu, ouais, j'ai jamais eu aucun souci avec des clients, parce que vraiment, ouais, c'est toujours très bien passé, tu vois? Donc, OK. ouais. Et est-ce que dans ce choix-là de clients, il y a une valeur éthique dans ce que eux proposent, dans ce que eux font? Est-ce que par exemple, tu vois quelqu'un qui ferait, de l'OFM, tu prendrais? Est-ce que, Oui. quelqu'un qui a une activité où tu sais que c'est un scam ou une arnaque derrière, tu le prendrais aussi? Est-ce que c'est quelque chose que, genre, tu prends en considération ou pas du tout? Ouais, franchement, je le prends en considération, tu vois? Le truc est que, si c'est vraiment, en fait, je regarde avant ce que la personne propose, tu vois? Si Mmh. ça me paraît, legit ou quoi, j'y vais. Si ça me paraît pas legit, j'y vais pas, tu vois? Ouais, OK.
C'est juste, OK, bah, en OK. fait, c'est comme, quand tu vas dans un restaurant, tu regardes les avis avant, d'y aller, tu vois? Si tu vois qu'il y a des mauvais avis, tu y vas pas forcément, quoi, tu vois? OK. OK, OK, je vois. Bon, ça fait, un petit moment déjà qu'on parle, de l'aspect très, technique, très terre à terre. On va parler un peu plus du perso parce que je pense que c'est quelque chose qui a moins été exploré jusqu'à présent, te concernant, Mmh. et les petits indices que j'aime bien remarquer du genre, ta casquette du Stade Toulousain. Ouais, Tu plutôt, je pense que tu es quand même relativement fan de sport. ouais. Je le suis aussi pour avoir travaillé dans le foot pro. Mmh. Puis on parlera aussi de l'aspect famille. Hem, Là aujourd'hui toi de ton côté tu fais plein de sports. Je pense que c'est quelque Ouais, chose qui est important pour toi. Hem, Comment est-ce que tu l'agences avec tout ce travail que tu as avec des créateurs, est-ce que c'est quelque chose, qui prend beaucoup de ton temps, pas beaucoup de ton temps? Qu'est-ce que tu fais au quotidien, justement pour maintenir ça? Parce que je crois que c'est un aspect un peu important, notamment ta santé. Qu'est-ce que ouais. tu fais, en termes de pratique sportive aujourd'hui? Ouais, c'est quelque chose qui est, primordial, en fait, selon moi. Je sais prendre des journées de off, sport parce que c'est important aussi, des fois de mettre un peu son corps en pause, tu vois? Pour mieux récupérer. Mais, je m'entraîne du coup quasiment, bah, tous les jours, et ça va varier, tu vois? Du coup, j'ai pris un petit coup sur l'ego sur mon premier marathon où en fait le score a été très mauvais, tu vois? Genre 4h53, je l'ai OK, fini quand même dans des, conditions physiques assez compliquées. Parce qu'il y avait OK. un manque de préparation, je m'étais préparé juillet, août à Dubaï et c'est les pires mois en termes de chaleur, donc c'est totalement Ouais, je vois. débile en plus. Mais Mmh. du coup, là, en 2026, je m'en suis inscrit à 2 pour reperformer, direct. OK. Donc voilà, il y a beaucoup de running. Là, j'ai trouvé, un club de rugby à Dubaï, donc là, je vais reprendre le rugby, donc ça, c'est cool. Du rugby à Hem Dubaï? Ouais, 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 ouais. Alors c'est du Incroyable. rugby à 10, mais du coup, OK. c'est encore plus cardio, donc ça, c'est cool. Mmh. Et j'ai vraiment envie de reprendre et tout. Donc en fait, c'est un petit club qui vient de popper, tu vois? Et j'ai vraiment envie d'aller rejouer, ça me manque de ouf. Donc il va y avoir ça, là dans 2 semaines, je vais reprendre. Ensuite, boxe, je me suis mis à la boxe, je kiffe, je fais une session par semaine avec mon coach, donc ça, c'est vraiment cool. Salle de sport, bon, j'ai cette chance évidemment, d'avoir une bonne salle dans mon bâtiment, donc ça, genre trois fois par semaine, même si je kiffe pas trop la salle de sport. Genre j'y vais 3 fois. Running, j'ai un groupe, WhatsApp avec que des Français, on fait pas mal de foot à Dubaï. Donc il y a, normalement il y a un foot par semaine aussi. Donc en fait ça varie, tu vois? Moi quand je OK. varie, les sports et tout, c'est vraiment cool, tu vois? Je prends du plaisir à pas que faire de la salle de sport, tu vois? Parce que je suis pas fan de ça donc. C'est intéressant parce que du coup, ça donne un peu l'impression que tu aimes bien tester plein de sports. Ouais. Tu as cette curiosité-là, régulière de tester beaucoup de sports? Je l'avais après, maintenant j'ai mes sports de prédilection, tu vois? Ça OK. reste, bah, enfin, ceux que je regarde le plus, ça reste quand même rugby, foot, Formule 1, tu vois? Donc bon, pour des raisons évidentes, je ne peux pas faire de la Formule 1 et je pense qu'on n'est pas beaucoup dans le monde de toute façon à pouvoir en faire. Mais, après, bah, foot, on joue, très souvent du coup à Dubaï une fois par semaine. Petit groupe de Français, bonne ambiance et tout, on déconne pas mal ensemble et c'est cool et ça permet en plus de faire des connexions, donc ça c'est lourd. Mmh. Et bah, rugby, là, je vais reprendre, tu vois? Mais je trouve que Dubaï, pour avoir eu la chance de voyager dans certains pays assez différents, que ce soit genre Japon, Chine, Norvège, Brésil, tu vois? C'est quand même des pays assez différents. Mmh. Dubaï, c'est vraiment cool pour le sport, tu vois? Il y a ce développement, de la pratique du running club et tout, un peu association qui est cool à la plage, tu vois? Le week-end, même la semaine et donc ça te pousse en plus à tout bouger. En plus, tu network avec les gens et tout, donc c'est lourd. Mais ouais, j'aime bien, tester des sports. Après là, j'ai quand même mes sports de prédilection, tu vois? Mmh. Ouais, je vois. OK, et d'un point de vue, perso, tu en fais un petit peu aussi avec, tu me parlais notamment de ta compagne, tout Mmh. à l'heure. Est-ce qu'elle y participe aussi? Genre tes défis de marathon et cetera? Bien sûr. Est-ce que vous Ouais, faites ouais. ça ensemble aussi? Ouais, ouais, moi, de toute manière, c'était inconcevable que j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans la vie qui ne fait pas de sport, parce que pour moi, c'est OK, super important. Donc bon, en l'occurrence, madame, ça fait plus de 9, ouais, je crois 9 ans qu'on est ensemble, à peu près. J'espère ne OK. pas me tromper. Mais tu vois, avec les années, On on espère qu'elle nous j'arrive même écoute pas. voilà. Mais ouais, elle était en équipe de France de hand, avant, plus jeune et tout, donc en fait, elle a toujours eu ce background sport. Là, en mai de cette année, on fait le marathon de Provins, tous les 2, tout de Mmh même. mh. Donc pareil, la prépa, on va la faire ensemble et tout, elle travaille, à l'extérieur, donc c'est
aussi des fois c'est effectivement fatigant quand tu rentres chez toi le soir, tu as pas forcément envie d'aller à la salle. On a cette chance d'avoir une salle quasiment à domicile dans l'immeuble, donc on peut y aller quand même plus facilement, même si des fois au final c'est plus, désavantageux qu'autre chose parce que tu te dis: «Bon j'ai le temps, je vais descendre», au final tu descends jamais. Mais, ouais, ouais, on fait beaucoup de sport ensemble, et puis elle peut partir courir aussi toute seule, sans souci, tu vois? Et puis bon, tu es à Dubaï, donc quand tu es un mec, tu as 0 crainte de voir ta nana partir à 21h courir, tu vois? Je dis pas que tu as la boule au ventre en France, tu vois? Mais à Dubaï, tu l'as un petit peu moins, tu vois, quand même. Justement, je vais rebondir là-dessus directement. Cette différence, parce que du coup, tu es parti de France, tu es parti de Paris en plus, qui est une ville, Mmh, qui vit certains sujets justement actuellement, mmh. parce qu'il y a notamment les élections municipales, mais pas que. Hem, Est-ce que tu as vu une vraie différence en arrivant à Dubaï qui est pour le coup, qui a cette réputation-là de la sécurité? Ouais. Est-ce que tu as vu une vraie différence, de ce côté-là, justement sécuritaire, même qualité de vie et cetera? Et si oui, c'est quoi les vraies différences majeures qui t'ont plu et qui ont fait que tu es resté à Dubaï? Bah, je pense, bah, déjà les opportunités business évidemment, le côté fiscal, ça, les mecs qui disent pas ça, c'est vraiment se mentir à eux-mêmes et faut Mmh, arrêter. Mais juste pour revenir sur l'aspect sécuritaire, en fait, je pense qu'au bout d'un petit moment, donc là, moi, ça fait plus d'un an que je suis là, tu le remarques plus trop parce que ça devient vraiment des habitudes quotidiennes, tu vois? Mais je dis n'importe quoi, tu une terrasse de café, tu sors, enfin, tu déjà à une terrasse, tu t'éloignes pour téléphoner ou tu dans un café. Moi, je laisse tout mon setup, tu vois? Mon ordi, mon téléphone, je le prends avec moi, mais mon ordi il est allumé, il y a ma souris, il y a mon appareil photo à côté. Il y a zéro crainte, tu vois? mmh, Plusieurs fois, j'ai oublié des choses dans les taxis. Tu as le numéro, le gars te ramène le truc, donc évidemment, bah, tu payes la course, ce qui est logique, mais tu vois, et puis tu as l'aspect confort de vie où après, il faut faire attention de pas venir trop assister aussi ici parce que tu peux te faire tout livrer ou quoi que ce soit, donc tu peux vite aussi tomber dans ce confort où tu restes chez toi la mmh, journée, tu fais pas de sport et tout. Tu commences à prendre un peu de la peine ici, tu vois? Donc non, mais ouais, sur le côté sécuritaire, c'est quand même assez ouf et il y a 0, enfin, moi, j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit, tu vois? Alors en France, j'ai mmh, pas eu peur non plus, tu vois? Faut arrêter aussi de dire en France, tu l'impression mmh, que quand on parle de la France, c'est la guerre limite, tu vois? mmh, Faut mollo quand même, mollo. Mais ouais, ici, en fait, tu le vois plus trop, mais tu vis une vie où, tu vois, tu crains pas grand chose, on va dire, en fait, le truc, c'est que souvent, tu vois, en France, on va mettre un gros point sur les petites délinquances. À Dubaï, ça n'existe pas, tu vois? mmh, C'est-à-dire que le truc de, te faire, enfin, voler, dans le train ou ce genre de choses, tu vois? Je dis pas que ça arrive à toute patate en France, mais ça a plus de chances d'arriver en France. À Dubaï, ça a quasiment 0 de chance de t'arriver, tu vois? mmh. OK. Il y a un vrai différentiel. Toi, c'est quelque chose que tu suis encore quand même, ce qui se passe en France, notamment, Ah, politiquement, je et vais pas te le cetera, ou cacher déjà, justement, non? j'ai pas de télé chez moi, donc déjà je regarde jamais les infos ou quoi que ce soit. Mmh mh. Je lis pas trop l'actu, tu vois? De temps en temps, je demande genre le matin plutôt à ChatGPT, tu vois? De me faire un petit résumé de l'actu, tu vois? Pour, la lire rapidement. Mais, Mmh. je regarde pas trop en fait, tu vois? J'ai des news de mes parents que j'ai au téléphone ou quoi que ce soit, tu vois? Mais en fait, je pense que c'est pas vouloir ne pas m'intéresser, mais déjà avec le travail, avec, ma vie perso, avec madame et tout, je j'ai pas, l'envie de m'y intéresser plus qu'autre chose, tu vois? C'est pas que, ça m'intéresse pas, c'est que pour le moment, j'ai pas envie de checker tout ça, quoi, tu vois? OK. Hem, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est un côté, à la fois, pertinent pour les gens qui y habitent, en même temps anxiogène. Hem Et actuellement, politiquement, c'est très nourri, disons. Mmh. Hem, Est-ce que toi, aujourd'hui, le fait d'avoir quitté la France et même de manière générale, d'être expatrié, Hem, est-ce que tu as encore un côté patriotique, ou est-ce que tu en as déjà eu un ou pas du tout? Et ce qui se passe en France a vraiment plus d'intérêt pour toi, non seulement parce que, bah, tu habites plus là, mais aussi parce que tu as plus envie de t'y intéresser, c'est quoi ton rapport à justement cet aspect un peu patriotique? Est-ce que tu en as un, ou est-ce qu'au contraire, tu t'es toujours senti un petit peu détaché et du coup t'expatrier a été plutôt simple de ce côté-là?
Non, en fait, le truc, c'est que je suis quand même, attaché évidemment, à mon pays, tu vois? Ça, c'est, Mmh. logique. Moi, j'aime mon pays, j'aime la France et cetera, et tu vois, j'aime, revenir, tu vois, moi, les vacances que j'adore, c'est, prendre un van, avec madame. On l'a fait 2 fois, 2 années, c'était incroyable et pendant une semaine et demie, crimpahuter partout, dans des, petits villages ou quoi en France, parce que c'est un pays qui est magnifique. Mais tu vois, quand tu vois le climat actuel, quand tu vois, une certaine forme peut-être d'insécurité, tu vois? Et la galère pour les gens où j'ai l'impression qu'il y a plus au final de middle class, tu vois? C'est vraiment, bah, tu es vraiment en galère ou soit tu es très, très riche, on va dire. Heu, tu vois enfin, des fois il y a des trucs qui me paraissent illogique, tu vois? Et quand tu voyages et que tu t'intéresses à d'autres, cultures, d'autres environnements, en fait, tu y portes plus trop attention, tu vois? Mmh. Pas parce que forcément tu as envie de te détacher, mais parce que tu es dans un autre pays et tu vis une autre vie, tu vois? J'ai eu la Mmh. chance, bah, avec Antoine de pouvoir aller, en Chine, tu vois, pendant une semaine J'ai vu pour faire ça, un ouais. stage kung-fu et tout. Bah, en fait, pareil, pendant une semaine, je pensais pas à Dubaï ou quoi que ce soit, tu vois? J'étais, focalisé sur découvrir le pays, la culture, les gens ou quoi que ce soit. Donc en fait, je pense que tu oublies un peu, tu vois? C'est pas forcément, tu souhaites te détacher, c'est que, bah, Mmh. par l'habitude et par, ta vie qui continue, bah, tu te détaches un tout petit peu de tout ça, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que en plus, plus tu voyages, plus aussi tu te plonges dans la culture de là où tu es. Exactement. Donc c'est vrai que pour le coup, tu es un peu dans un autre monde, et quand tu reviens en France, tu es en France et quand tu es ailleurs, tu es ailleurs et il y Ouais a pas et tu kiffes forcément, et il y a mmh, pas de souci là-dessus, tu vois? Moi je kiffe, franchement je kiffe revenir et tout, j'adore, tu vois? Passer des moments où je me déconnecte ou quoi que ce soit et en mmh, fait, ce que j'aime bien du coup maintenant avec ça, c'est, tu vois, c'est de se dire: «Bah, allez, quand je reviens en France, je profite vraiment», tu vois? ouais. Je vais visiter des trucs, je passe des moments avec mes proches ou quoi que ce soit et quand je reviens ici, là, c'est le charbon, on travaille, et tout, tu vois? Et je trouve ce mix assez agréable, tu vois? Ouais, c'est cool et pour le coup, là, l'activité que tu as, à part cette partie, physique et ça, je trouve que c'est un intérêt aussi et peut-être une discussion qui peut être cool, Ouais, c'est, que tu as cet aspect aussi où tu peux faire, la grande majorité de ce que tu fais à distance, qui te permet quand même ouais. de bosser d'à peu près là où tu veux, ce que tout le monde n'a pas. Hem, Est-ce que le choix de tes activités, ça a été fait aussi dans cette idée que tu avais envie de voyager, tu avais envie de voir le monde? Le fait de, voilà, travailler en ligne, ça faisait partie aussi de cette décision? Pas du tout, vraiment Ah ouais? pas, je pense que non, non, parce qu'au début, je faisais que du physique. J'ai jamais OK. vraiment fait du online, donc évidemment dans la partie, comme j'ai dit, physique, il y a de la gestion, en ligne aussi un petit peu avec les éditeurs, la strat et cetera. Mais non, j'ai jamais en fait, c'est plutôt, ouais, mon métier qui m'a fait comprendre qu'il y avait moyen de voyager, pardon, ou quoi que ce soit, tu vois? Et j'ai OK. jamais eu vraiment ce truc de, liberté géographique, temporelle, financière ou quoi que ce soit, tu vois? C'est juste venu naturellement, tu vois? OK. C'est intéressant parce que des fois, justement, tu découvres des avantages à faire une activité alors que Mmh. c'était pas prévu, ce qui est plutôt positif. Et justement, tu parlais de liberté géographique et puis de liberté temporelle. Aujourd'hui, tu as une partie presta où tu vends ton temps. Ouais. Est-ce que tu te vois justement à terme te sortir un peu de cette partie-là? Ou en tout cas en partie? Et peut-être lancer des boîtes, je sais que justement les personnes avec qui tu travailles, eux, pour le coup, lancent des boîtes. Je crois qu'Antoine Blanco a un SaaS et cetera. Ouais, Est-ce que Orsay, ouais. c'est des idées que toi, tu développes aussi, dans l'idée, voilà, que dans quelques années, tu seras peut-être moins dans l'opérationnel, physique? Est-ce que ça, c'est des choses qui commencent à germer un petit peu maintenant que tu as quelques années Hem d'expérience? Même pas forcément, au contraire, tu vois? Là, j'essaye de mieux organiser la partie physique. Du coup, Mmh. j'ai prévu faire quelques publicités pour targeter le marché de Dubaï, du coup, entrepreneur, où, j'ai un peu plus envie, d'avoir encore de plus de nouvelles personnes en physique, tu vois? Et d'apprendre, de chacun et chacune. Mmh. Donc là, pour le moment, c'est pas forcément en tête, tu vois? J'ai tout de même via une autre, boîte qui a set up ça pour moi, un Luca, IA, on va dire, pour l'aspect, consulting pour tous mes clients. Donc un OK. logiciel, en interne que je paye, chaque mois, tu vois? Eux, ils ont accès à ça. Pourquoi pas, dans le futur? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais pour le moment, non, j'essaye beaucoup plus maintenant de pérenniser, on va dire, les rentrées d'argent, mon activité physique et la partie, consulting en ligne à côté, tu vois? Mais pour le moment, non. Mmh. Franchement, la partie physique, je kiffe vraiment bien, tu vois? Alors oui, bah, physiquement, comme j'ai dit au début, c'est une fatigue différente,
de la Mmh. partie où tu es derrière ton ordinateur. Mais c'est de la bonne fatigue aussi que j'adore, tu vois? Donc c'est non, franchement, la partie physique, je suis pas prêt de la lâcher, ça, c'est sûr. OK, trop bien. Je te posais la question parce que, je voulais justement aller un peu plus dans le côté famille. Dans la Mmh, préparation de ce podcast, tu disais que tu faisais beaucoup ça justement pour, aussi cet aspect famille et que ça avait une certaine importance pour toi. mmh, Hem, est-ce que là, aujourd'hui, tu es avec ta compagne, est-ce que c'est une idée que tu as justement de fonder une famille, de te poser? bien sûr. Est-ce que déjà rester à Dubaï, pour ta famille, c'est aussi quelque chose que tu trouves pertinent et que tu as envie de rester là? Et de construire ta famille ici. Hem, voilà, comment est-ce que tu vois cet avenir-là côté famille? Et justement, dans cette idée-là, est-ce que cette partie rester en physique et continuer de faire de la presta, ça reste quelque chose qui de toute façon est totalement compatible pour toi? Oui, je pense, bon l'objectif, tu vois, avec madame, on s'était dit, pourquoi pas essayer en 2026, tu vois, de fonder une famille, ça peut être Mmh mh. intéressant. Là, elle a lancé son activité, donc elle est à la recherche de quelques, contrats aussi, qu'elle va avoir parce que, c'est quelqu'un qui se bouge et ça, j'adore aussi. Mmh. Mais oui, évidemment, tu vois, je pense que quand tu fondes une famille, le côté physique, bah, peut-être un petit peu moins. Après, tout simplement le manager différemment, envoyer peut-être d'autres personnes shooter à ma place ou quoi que ce soit au début, une fois, pour prendre un petit peu, on va dire, pour que la mayonnaise prenne avec ma vie de famille et on va dire le côté, pro à côté. Après repartir, on va dire, sur le champ de bataille avec sa caméra aussi, tu vois? Mmh. Donc je pense que les 2 sont facilement, mixable, enfin, on peut facilement, travailler. Aujourd'hui, tu as des mecs en France qui ont des boîtes de prod et qui ont quand même des enfants ou quoi que ce soit et ils gèrent très bien, Mmh. l'aspect opérationnel ou et l'aspect delivery surtout pour leurs clients, tu vois? Donc non, non, je pense que fonder une famille, oui, à Dubaï, pourquoi pas? Je pense que financièrement, il faut être un tout petit peu plus, accroché que je le suis actuellement, donc c'est pour ça qu'aussi faut encore plus travailler, avoir des résultats et gagner, plus d'argent, tu vois? Mais oui, pourquoi pas, ouais, bien sûr. Et si jamais c'était pas à Dubaï, ce serait où? Enfin genre, tu aurais un autre endroit que cet endroit-là, pour construire ta famille et te poser Pour ou pas du pour tout? pour le moment, non, en plus, il y a pas longtemps, on m'avait posé une question de, ouais, enfin, si s'il y avait pas eu Dubaï, toi, tu aurais choisi quoi et que tu aurais choisi quoi et cetera? Je sais pas, là, j'avais pas su forcément répondre à cette Mmh. question parce que là, moi, je m'y sens bien, tu vois? Et encore une fois, je demande pas, moi, grand-chose, tu vois? C'est-à-dire que où, là, j'ai trouvé un rythme qui est vraiment parfait. On habite, vraiment à 15 minutes en trottinette de la mer, tu vois? Il fait beau toute l'année, je peux faire mon sport, j'ai ma routine, j'ai mes clients et tout, c'est cool. Donc là, pour le Mmh. moment, j'ai pas envie de changer quelque chose dans lequel je suis, à l'aise et je suis bien et madame aussi est bien là-dedans, tu vois? Mmh. OK. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est des vraies questions qu'on commence à se poser, notamment quand tu es à plusieurs années de couple où justement: «OK, Mmh, comment est-ce que je me pose? bien Comment je sûr. me vois, dans plusieurs années? Où je me vois? Où on se voit?» je pense aussi. Ouais. C'est des vraies questions qui peuvent intéresser les auditeurs. Hem, j'en ai peut-être une autre, Mmh. qui me vient. Hem, comment est-ce qu'on pense, quand on est, dans ta peau à 29 ans? Hem Tu t'en dans la préparation de ce podcast, tu disais notamment que tu avais pas forcément de grosses vulnérabilités dans le business, peut-être plus dans la vie de manière générale. Mmh. Hem, qu'est-ce que tu entendais par là, dans ta vie perso, comment est-ce que enfin, qu'est-ce que tu entends par, «Ça m'arrive d'avoir une certaine vulnérabilité dans la vie perso, moins dans le business»? Mmh. Voilà, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, en fait, le truc, c'est que, ouais, enfin, des fois, je me prends vraiment la tête pour des trucs beaucoup plus perso que pro, tu vois? Mmh. Parce que, moi, je pars du principe où le pro, si tu enfin, tu peux te prendre la tête, mais il y a rien de plus important que le perso. Tu vois ta famille derrière, madame, monsieur, n'importe qui, tu vois ton chat, ton chien, ce que tu veux. Donc, ouais, des fois, je suis, on va dire, plus, enfin mais je laisse plus transparaître mes émotions sur des trucs vraiment perso, tu vois, que pro, Mmh. tu vois? Où selon moi, faut être, quand même un peu glacial, tu vois? Et quasiment robot, mais je dis quasiment. Il faut une partie très humaine aussi, c'est important, tu vois? Mais ouais, je suis plus vulnérable sur des trucs perso, tu vois, que pro. Ça c'est hyper intéressant parce que tu as plein de gens justement qui font totalement l'inverse et qui se prennent la Mmh, tête sur le pro, les seuls problèmes dont ils parlent, c'est: «Mon collègue m'a fait ceci, mon mmh, client m'a fait cela».
et beaucoup moins dans le perso et c'est pertinent parce que du coup, tu sépares vraiment les 2 pour le coup en Ouais, termes de posture. Hem, Alors que pourtant certains de tes clients et tu parles, c'est des amis. ouais, Heu, Comment est-ce que tu gères ça justement? Tu sais genre, travailler avec Antoine Blanco, avec ce genre de personnes que tu connais ouais. hyper bien. Hem, Comment est-ce qu'on fait pour, quand tu arrives sur un shooting, OK, je redeviens glacial, je redeviens Lucas, Ouais, ouais, je genre là capte. tu me connais pas, tu vois? Ouais. Juste on est dans le boulot. Comment tu fais pour switcher comme ça? Bah, en fait, ça se fait assez naturellement, mais tu vois, par exemple, bah, je peux prendre Jérémy ou même Antoine, tu vois? Même Yomi, c'est ce qu'on a fait aussi sur les 3 jours, tu vois? C'est que bah, même Jean et Jody, tu vois? Si je prends le dernier shooting en date, c'est Jean et Jody, tu vois? Et Mmh. heu et en fait, bah, on est des mecs, tu vois? On rigole entre nous, on a des moments de déconnade, mais tu vois, moi aussi, j'adore blaguer, j'adore rigoler, mais tu sais, à un moment donné, moi, je connais, entre guillemets, «le temps alloué», qu'on a pour shooter les hats. Je sais combien on doit faire, le setup qu'on doit faire. Donc en fait, je sais un petit peu près combien de temps ça va mettre. Donc tu vois, Mmh. à des moments, j'hésite pas: «Ouais, c'est bon, on rigole. Bon allez, les gars, on reprend. OK, un, deux, trois, parfait, on se concentre» et cetera. J'hésite pas en fait à c'est mal dit, mais j'hésite pas à mettre un petit peu, genre, une petite pression, tu vois? À dire: «Ouais, vas-y, on shoot», tu vois? Parce que et même la dernière fois, genre, ça me faisait rire, il me disait: «Ouais, OK, bon, là, faut qu'on shoot parce que, Lucas, il va péter un câble» ou quoi que ce soit, tu vois? C'est dans la rigolade, mais en fait, Mmh. i i enfin, les clients, en faisant ça, ils comprennent aussi et moi, c'est l'objectif, c'est je veux délivrer la meilleure prestation possible. Je veux qu'ils aient les meilleurs résultats possibles. Eux, ils le savent et en voyant ça, ils se disent: «OK, le mec est vraiment tu vois, aligné avec les objectifs que je veux faire les meilleures créas possibles, organiques, ads, YouTube ou quoi que ce soit et du coup, c'est ce qui fait que, bah, après, ils repassent par toi encore et encore, tu vois? Parce que si tu es là à rigoler et que tu as fait genre 3 ads alors que tu devais en faire 30, tu vois, mec, le résultat, il est pas là, tu vois? Les calculs sont Mmh. pas bons. Donc en fait, j'hésite pas ou voilà, il y a des moments où on rigole, on passe un bon moment, mais à un moment donné, quand faut tartiner, genre on tartine et on laisse la rigolade de côté. À la fin du tournage, on aura tout le temps de rigoler, tu vois? Mmh. C'est intéressant parce que du coup, ce que tu m'expliques, c'est que des fois, c'est toi qui les recadres, alors que c'est Ah eux bien qui sûr, ouais, t'appellent de ouais. base, en tant que prestat. Du coup, Ouais, ouais. c'est assez marrant. Je me pose la question, comment est-ce qu'on fait, peut-être plus maintenant, parce que pour le coup, tu as quand même shooté pas mal de gros clients, mais comment est-ce qu'on fait quand on a nos premiers clients, des vrais gros infopreneurs, des personnes qui ont une vraie audience, Ouais. pour un peu prendre le lead sur eux en mode: «Bon, on se concentre»? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'au contraire, ça a été un chemin et qu'aujourd'hui c'est plus simple que ça l'était avant? De prendre ce lead-là et de dire: «OK les gars, maintenant c'est moi qui gère la presta donc on se met au Ouais. boulot». Comment est-ce que tu fais, enfin ça a évolué? Ouais, en fait, je pense que, moi, enfin, dans mon expérience, j'ai fait beaucoup d'hôtellerie-restauration, de Mmh luxe. mh. Tu vois? J'ai fait 4, 5 étoiles et après je travaille dans un restaurant 3 étoiles, pardon, dans un palace. Donc en fait, j'ai toujours aimé et petit, tu vois, je voulais faire et mon père, il rigolera, mais je voulais faire, tireur d'élite dans l'armée, tu vois? Donc en fait, j'ai toujours été attiré par les choses quand même, très, process, carré et tout et donc en fait quand il y a des shootings, je le suis aussi, tu vois? J'arrive, il y a soit l'iPad ou soit sur l'ordi et je sais que du coup, j'ai le Notion aussi dans la poche. Je connais les questions, je sais, quoi shooter ou quoi que ce soit. Donc en fait, il y a quand même ce truc où moi, dans ma tête, je garde toujours le fil rouge du tournage. Tu vois, il y a des moments où on peut s'éloigner, tu vois? Et genre discuter pendant 20 minutes, genre, tu vois, on fout rien et à un moment donné, boum, allez, OK, bon, allez, on repart, on fait ça, 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 boum et après, boum, Mmh. on va dire, on retartine le truc. Après, je pense que ça, si tu l'as pas au début, ça vient évidemment sur le long terme avec l'expérience, les shootings. Mais il faut se dire un truc au début, c'est tout simple, c'est que si quelqu'un fait appel à toi pour travailler, déjà il fait appel à toi. Donc, si tu arrives et en plus que la personne voit que c'est cadré, qu'il y a eu de la préparation et tout et que tu lui dis: «Bah, l'objectif là, bon c'est bon, on a mangé un mou, on s'y remet parce que là, il y a quand même des ads à shooter et moi, je le fais vraiment pour toi», tu vois? Pour que tu aies les meilleurs ads possibles ou que Mmh. tu aies les meilleures créas possibles. Automatiquement, la personne, elle va se dire: «OK, la personne, elle est vraiment là pour moi», ce qui est le cas et elle est vraiment concernée par ce que je fais, tu vois? Et ça, c'est important d'être concerné par, le travail que ton client fait, tu vois? S'intéresser à lui, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ce challenge, qu'est-ce qu'il a mis à l'intérieur ou quoi que ce soit, tu vois? Et ça permet, du coup d'avoir, après ce recul de se dire: «Bah, mec, vas-y, il nous en reste, 20 là, il nous reste 2 heures, faut qu'on les fasse», tu vois? Et puis après le mec ou la nana en face se met tout de suite dans ce truc de, focus et on tartine le truc, tu vois? Donc je pense Mmh. que c'est soit, entre guillemets, avec ton expérience perso passée ou soit avec l'expérience que tu vas accumuler au fil des shootings ou au fil de n'importe quelle prestation que tu peux vendre, tu vois? Mmh. Ouais, puis, ce que je me dis en t'écoutant, depuis un peu plus d'une heure, c'est qu'il y a aussi une partie personnalité juste.
Mmh, dans l'idée que, tu es quelqu'un de plutôt simple, ouais, et donc du coup, bah, il y a autant cette simplicité dans, les moments, déconnades et où justement c'est pas voilà, sérieux que dans, bon maintenant on va droit au but et on bosse aussi. ouais. Hem, Cette simplicité, elle a été enfin, je veux dire, ça me donne la sensation parce que tu vois, tu me disais que avant tu bossais, dans des hôtels, qu'après tu as eu, ta partie créa de contenu et qui s'est beaucoup développée, tu es parti à Dubaï après. Est-ce que cette simplicité, elle a toujours été là? Ou est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es senti un peu dévié, où justement tu étais peut-être un peu moins simple, où soit tu réfléchissais trop, soit, tu étais quelqu'un de moins simple, moins posé? Est-ce que c'est déjà arrivé que, voilà, tu perdes un peu cette personnalité-là que tu avais, sur le chemin ou pas du tout? Ouais, un petit peu à un moment donné, tu vois? Et ça avait été un reproche de madame, tu vois? Ouais, j'allais à des événements, réseaux sociaux ou quoi que ce soit, tu vois? Elle trouvait que le comportement, avait changé et je pense qu'il faut toujours se remettre en question et j'étais assez aligné avec elle, tu vois? Mmh. Après évidemment ça reste du perso et du privé, on rentrera pas dans les détails, tu vois? Mais Bien sûr. ouais, le comportement, peut-être la façon de parler ou quoi que ce soit et c'est pour ça qu'il y avait un petit moment de off avec madame où j'ai vite compris que voilà, j'étais vraiment en train de faire le couillon plus plus et l'image que je voulais pas du tout dégager en plus, tu vois? Mais que je ne dégageais pas, sur les réseaux quoi que ce soit, tu vois? Mais en privé, ouais, j'étais pas bien, tu vois? Donc Mmh. je me suis vite remis, d'aplomb, tu vois? Et maintenant, tout roule, tu vois? Mais faut faire attention parce que quand, tu baignes, dans ce milieu-là, que tu sois prestataire ou en soit acteur, plus, tu vois? Avec, voilà, l'argent, les réseaux sociaux, il y a vite des choses qui peuvent un peu, tourner dans le mauvais sens dans ton cerveau, tu Mmh. vois? Et tu peux vite changer, tu vois? Encore une fois, après si tu es OK avec ça, let's go, tu vois? Mais madame m'avait fait ce petit reproche et quand ta dame te fait un reproche, tu l'écoutes quand même, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça peut se comprendre, et c'est un truc que tu as vu chez d'autres gens aussi? Parce que tu en parles justement, ça peut vite tourner, et cetera. Toi, du coup, tu l'as plutôt évité assez rapidement, Ouais, merci madame. Mais ouais, donc du coup, pour le coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de le voir? Puisque tu es arrivé à Dubaï, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver, et qu'on voit même sur les réseaux parfois. ouais. Est-ce que toi, en privé, parce que des fois on le voit pas comme tu le dis, tu le montrais pas sur les réseaux. Est-ce que tu l'as vu pour autant chez des gens, soit avec qui tu as travaillé, soit des gens que tu côtoyais, de loin ou de près? Cette espèce de changement de: «OK, cette personne a commencé à faire de l'argent, à rencontrer des personnes plus importantes et sa personnalité a changé». Ça t'est arrivé d'avoir des relations comme ça qui se sont un peu, modifiées? Bah, à Dubaï, pas du tout en soi parce que, enfin, je trouve pas que les clients que j'ai ou que j'ai eu aient changé dans quoi que ce soit, tu vois? Mmh mh. Après oui, on va dire, des connaissances, que tu vois sur les réseaux qui montent ça et puis après 2 semaines après ils remontent ça ou quoi que ce soit, tu te dis: «Attends mec, ou meuf, c'est pas ça que tu faisais avant et maintenant tu fais ça et tout». Bon, chelou un peu Mmh. le virage à 360, tu vois? Mais moi, Dieu merci, on va dire, l'entourage que j'ai est très, très bon, que ce soit, clients, même clients qui sont devenus amis ou quoi que ce soit. Donc non, j'ai pas eu de changement de personnalité. Si ça avait été le cas, dans tous les cas, c'est des gens que je pense que, par respect pour eux et même pour moi, pour mon entourage, que j'aurais mis de côté, tu vois? Mmh. Ouais, je vois. OK, super, super intéressant pour le coup. Parce que du coup, ouais, tu aurais quand même fait le tri assez rapidement Ouais, dans c'est cet important, je entourage-là. pense, d'avoir quand même enfin, ouais, des gens autour de toi quand même, qui ouais, qui racontent pas des saucisses à toute patate, tu vois? Et qui sont quand même alignés avec tes valeurs, qui t'est et tout et toi, tu peux leur apporter des choses comme eux peuvent t'apporter des choses aussi, Mmh. tu vois? Mmh. Justement, tu as un entourage qui est plutôt, tu dirais qu'il est plutôt, très élargi? Genre, c'est que tu es Mmh. quelqu'un qui aime bien t'entourer de beaucoup de monde? Je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt de cet avis-là, enfin de ce type-là, ou plutôt l'inverse, avoir un cercle très, très réduit? Tu es plutôt dans quel camp? Bah, moi, évidemment, j'ai mon cercle de meilleurs amis et ça bougera jamais, tu vois? Et entre guillemets, Pe personne m'a, enfin, ouais, il y a personne qui pourra venir, se mettre là-dedans parce que voilà, c'est des amis depuis l'enfance, depuis la maternelle, depuis la primaire ou quoi que ce soit primaire, pardon. Donc en fait, ça bougera jamais. Mmh. Mais après, j'ai appris à élargir mon cercle. Avant, j'étais trop casanier, trop à ne pas sortir ou quoi que ce soit parce que j'en ai eu un peu marre du café virtuel en France, du «viens, on network» ou quoi que ce soit et au final, ça ne sert strictement à rien la rencontre ou quoi que ce soit. Mmh. Ici, je trouve que c'est
ce n'est que mon avis, mais le networking que j'ai pu réaliser à Dubaï est totalement et peut-être qu'au final en France, j'avais pas rencontré les bonnes personnes peut-être, tu vois? Mais je me souviens, j'ai pris des cafés en France ou ce genre de trucs, je me disais: «Mais attends, qu'est-ce que je fous là véritablement?» tu vois? Et à Dubaï, en fait, ouais, c'est ouf le networking parce que dans tous les cas, dans les 10 personnes que tu vas rencontrer, il y en a 8 qui gagnent déjà 2 à 3 fois plus que toi. Donc Mmh, donc déjà tu t'écrases et tu et donc ça a véritablement été, game changer, ici, tu vois? Et donc j'ai su élargir, mon cercle de connaissances, d'amis ici et j'apprécie en plus, c'est cool, tu vois, d'avoir, on va dire, bah, tes potes à Dubaï et tes potes, aussi en France, tu vois? Alors j'ai mes meilleurs potes et quasiment, bah, du coup, une deuxième famille en France, mais mmh. j'ai des gens ici, des bons potes que je me suis fait et c'est cool aussi, tu vois? Et justement, tu parlais notamment de ceux que tu t'es fait après. Ouais, Je sais qu'il y a un vrai a priori, notamment sur Dubaï, sur le fait que les relations soient très intéressées, ouais. par l'argent et cetera. Comment est-ce que tu as fait le tri pour trouver des relations qui étaient sincères? Parce que je pense que forcément tu as dû ren quand tu networks, tu rencontres plein de gens qui sont Ouais. soit très intéressants, soit juste profondément, qui ont un super feeling avec toi. Comment tu as Mmh. fait le tri? Comment tu as fait pour justement, est-ce que tu as pris le temps, tu vois, d'apprendre à découvrir ces personnes-là? Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour, justement éviter des relations trop intéressées et plus profondes? Bah, le tri, il a été assez simple en vrai, déjà le sport. Faut savoir que souvent, OK. moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je vais proposer genre, bah, viens taper le foot si tu chaud, viens faire du run ou quoi que ce soit. Déjà, si c'est trop chiant pour la personne, tu sais que bon, moi, comme je t'ai dit, le sport, c'est super important et si je regarde les gens qui m'entourent, que ce soit clients ou amis ici, à Dubaï, il y en a, 95 des gens, voire quasiment la totalité qui fait quand même un minima du sport. Donc en fait, il y a toujours ce petit, heu lien entre nous. Hem Et après, en soi, tu le vois vite dans tous les cas quand tu rencontres quelqu'un, qui parle chiffres et tu regardes du coup un peu son lifestyle YouTube ou quoi que ce soit, tu te dis: «Attends, le mec ou la nana dit qu'il fait ça alors que tu me dis que tu fais pas ça, ça, ça». Tu vois? C'est assez bizarre. Donc Mmh. à Dubaï, tu le captes vite. Mais non après, c'est ce que je disais, je pense que j'en parlais peut-être dans une créa, je ne sais plus, mais il faut faire du networking intelligent, tu vois? Genre, Mmh. renseigne-toi à minima sur la personne que tu vas rencontrer avant, regarde ce qu'elle fait ou quoi que ce soit et même comme ça, lors du rendez-vous, en plus, la personne, elle se dit: «Ah putain, trop bien, il a regardé ça avant». En fait, c'est comme quand tu fais un appel de closing, tu vois? Tu Mmh. regardes avant ce que la personne fait ou quoi que ce soit et bah, ça c'est intéressant de le faire et c'est même, en plus, je trouve, élogieux pour la personne de se dire: «Bah, putain, mortel, le mec a fait ses recherches avant sur moi et tout, trop bien». Donc non, en fait, bon, tu pas là en mode FBI ou quoi, mais tu regardes un peu la personne, ses réseaux et quoi et après tu sais vite en face, déjà par rapport à ce que tu as vu sur les réseaux VS en face, si déjà c'est la même personne ou quoi, tu vois? Mmh. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai fait dans ce podcast en te sortant une photo, Voilà, exactement. sympathique au début. Mais ouais, effectivement et c'est intéressant ce que tu dis sur, le sport, parce que du coup, pour le coup, ça marque un espèce de critère dans tes relations ou enfin un Ouais, critère subconscient. C'est-à-dire que tu as pas décidé genre: «Cette personne-là, si elle est pas sportive, c'est pas mon pote». mais Mais non. finalement, en fait, de manière subconsciente, ces personnes-là ont tout un peu ces valeurs communes qui font Ouais. que tu es devenu avec eux. Mmh. Donc super intéressant. Hem Et justement, on va essayer de creuser un tout petit peu là, on en arrive doucement mais sûrement vers la fin de ce podcast, même si, voilà, j'ai encore quelques questions et puis quelques discussions que j'ai envie d'avoir. Notamment sur, peut-être tes pensées un peu plus profondes aussi, des avis, impopulaires, des éléments que voilà, que tu as en toi, que tu as pas forcément trop partagé ou peu. Hem Si tu devais donner, heu, ouais, un avis impopulaire, peu importe le domaine, si tu en avais vraiment un que tu as peut-être pas ou peu partagé, ce serait lequel? Est-ce que tu aurais un avis, voilà, un avis sur un sujet, qui te sort comme ça, un truc que tu as vraiment envie de partager, un avis impopulaire? Un avis impopulaire, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ouais, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais déjà, croire que, l'entrepreneuriat, c'est facile, tu vas bosser, 4 heures par jour sur ton PC et après, Mmh, chill quoi que ce soit dans un café, alors ouais, mais tu feras pas tant d'argent que ça. Après peut-être mmh, que ton objectif, c'est d'avoir juste 2 ou 3 clients et c'est OK là-dessus, tu vois? Mais, partir du principe où l'entrepreneuriat, c'est facile ou quoi que ce soit, non, c'est pas facile, tu mmh, vois? Et je dis franchement, je pense que dans une boîte aujourd'hui, le meilleur poste, limite, c'est,
je crois que c'est Gary Vee qui disait ça, c'était intéressant. Lui disait que dans ma compagnie, le meilleur poste, c'est, en fait, le gars qui fait qui est mon bras droit, tu vois? Qui a beaucoup Mmh. de responsabilités, mais qui reste salarié, tu vois? C'est pas genre le CEO de la boîte qui doit tout gérer ou quoi que ce soit et je pense que c'est véritablement, ça aussi, à comprendre dans l'entrepreneuriat, c'est arrêter de croire ce qu'on vous vend sur les réseaux en mode, voilà, c'est facile, tu vas gagner rapidement de l'argent ou quoi que ce soit. Si c'était aussi facile, déjà, tout le monde roulerait, en Lambo, aurait des belles montres, pourrait voyager aux 4 coins de la planète, faire plaisir à ses proches et tout et c'est pas le cas, tu vois? Il y a des gens qui Mmh mh. sont, dans la galère malheureusement. Donc déjà ça, des fois, c'est assez chiant, Mmh. d'entendre ce truc de facilité, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors oui, c'est facile, mais c'est plus difficile de pérenniser ton activité et de continuer, tu vois? Mmh. Donc ça, des fois, ça m'énerve un peu d'entendre ça sur les réseaux, tu vois? Hem, Ça m'énerve aussi des fois un petit peu de pareil, enfin, entendre des conseils de personnes, tu vois, où derrière, ils ont rien construit, perso ou pro, quoi, tu Mmh. vois? Des fois les pseudo coachs qui pop d'un peu partout, tu vois? Tu dis: «Mais ouais, mais en fait, tu es qui?» tu vois? Genre, tu as fait quoi avant ou quoi que ce soit, tu vois? Montre Mmh. que ça a déjà marché pour toi. Des fois, ça, c'est un peu dans le game du digital, tu vois? Ça me saoule un petit peu. Puis après, j'ai pas d'autres qui me viennent en tête, tu vois? C'est beaucoup plus des Je trucs je vais je je vais liés au déjà pro, quoi. réagir à cela. Mmh, Le premier, je trouve ça hyper intéressant et je vais lancer un petit débat. Hem Je pense qu'il y a un vrai sujet, enfin un vrai sujet, je sais pas si c'est un vrai sujet, mais je le trouve, pertinent en tout cas, sur l'utilisation des mots. Je pense que c'est pas facile de se lancer, je pense que c'est mmh. simple, et je pense qu'il y a une vraie diff. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait et je crois que tu en parles dans la préparation de ce podcast, c'est faire juste un truc et le faire bien et le faire longtemps. Ça, c'est ouais. simple, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que tu dois faire, Oui, oui. beaucoup Ouais, tu d'efforts, tu as raison, tu as raison, ouais. ça doit vraiment être difficile. En tout cas, enfin, je sais pas si ça doit être difficile. En tout cas, ça doit pas forcément être compliqué, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a Oui, des gens qui vont, tomber sur une vidéo de Mathis Chloé qui vont dire: «OK, il faut que je mette, 25 systèmes en place avant que ça marche» ouais, et pas du tout, tu vois? En tout cas, pas au début et en fait, on se compare des fois à des chapitres 100 de quelqu'un alors qu'on est au chapitre 0. C'est pas forcément pertinent. Mais je suis assez d'accord sur l'idée que, il y a rien de donné dans ce monde et que si on pouvait bosser 2 heures par jour et gagner 10 millions par mois, ça se saurait. Malheureusement, ça marche pas comme ça. ouais. Et ça arrive pas non plus au bout de 3 mois et comme on se le disait au début de ce podcast, ça met parfois des années. Et d'ailleurs, j'ai pas rebondi là-dessus tout à l'heure. Tu bossais dans des hôtels à un certain Ouais. moment. Quand tu t'es lancé au début sur le contenu, même dans l'entrepreneuriat, quand tu as lancé tes premiers business, tu avais un boulot à côté? J'étais en études, ouais, en fait, après l'hôtellerie, moi d'origine, je souhaitais faire tout ce qui était, STAPS et tout après le lycée, tu vois? Et Mmh. le deuxième choix, c'était BTS tourisme, parce que tout ce qui était voyage, hôtellerie, ça me plaisait aussi. Donc c'est plus celui-ci qui a été validé parce que STAPS, j'étais nul, soit en sciences, en maths et tout et il demandait quand même de sacrées capacités, là-dessus. Je sais pas si c'est, encore le cas aujourd'hui, mais bref Oui, oui, c'est le et cas. Je te confirme. après l'hôtellerie, du coup, ça a été, un retour dans tout ce qui était marketing du sport, tu vois? Mmh. Donc dans une école à La Défense et là, j'ai fait plusieurs années en alternance, en CDI dans une boîte et tout et quand je me suis lancé, sur les réseaux, j'étais salarié à côté, ouais. OK. Je te pose la question parce que c'est un autre débat aussi, que j'avais avec un créateur de contenu qui a genre 400 000 abonnés sur, TikTok, qui s'appelle Razi Salomon. OK. Hem et en fait, on se disait que et tu sais, il y a beaucoup de gens qui, crachent sur le salariat, notamment dans l'entrepreneuriat, qui disent que justement c'est catastrophique et cetera, alors que parfois c'est une chance, c'est une espèce de stabilité que tu as derrière en backup à côté d'un business que tu as envie de lancer. Ouais. Mais pour en revenir un peu au débat initial, hem c'est vrai que cette idée de l'entrepreneuriat facile, elle ressort beaucoup. Mmh. Est-ce que tu as déjà eu des clients, je me pose la question parce que j'ai déjà vu beaucoup d'accompagnements, beaucoup d'éléments qui sortaient comme ça. Justement, est-ce que tu as déjà eu des clients qui promettaient ça ou qui justement, changeaient un peu ce message-là? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des débats aussi avec tes clients sur, leur message ou leur offre ou pas du tout? Ouais. Ouais, ouais, véritablement, j'ai eu plein de débats avec certains de mes clients, tu vois? Mmh. Et en fait, tu le vois, notamment dans les ads aujourd'hui, de tout le monde d'ailleurs, client ou pas client. En fait, tu as un changement, alors
de promesses où en fait c'est plus, et je pense que les gens de toute manière, selon moi, les gens sont beaucoup plus alignés comme ça, tu Mmh, vois? C'est pour ça que moi je l'ai jamais rencontré en physique, j'ai déjà, un peu discuté avec lui, mais moi, c'est pour ça que j'aime bien, le discours un peu de Jeremy Coleman en France, tu vois? Où, voilà, on va pas te vendre des paillettes ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir avoir un peu plus de clients, mais ça va être du travail et tout, et en tout cas, j'aime bien l'image que ce gars-là renvoie sur les mmh, réseaux sociaux. Je suis assez fan de ce qu'il raconte. Mais non, et dans tous les cas, tu le vois dans les ads aujourd'hui, les discours sont beaucoup plus, alors c'est soit en fait, tu es, très agressif, ou soit tu es, chill et tu vas dire: «Bah écoute, en fait, fais, dans un premier temps un complément de revenu à côté de tes études, à côté, de ton salariat ou quoi que ce soit, et si un jour tu veux te lancer peut-être en full time sur ça, peut-être que tu pourras», tu vois? Et ça, on le voit de mmh, plus en plus dans les discours, et je pense que dans tous les cas, marketingment parlant, c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui, tu mmh, vois? C'est et puis j'ai jamais compris ce truc de, après, en soi, attention, ça c'est mon avis perso. mmh, Moi le truc de pro, tu me prends pour, shooting, pour, checker tout ça et cetera, moi je dissocie. Après, je rentre aussi dans le business de la personne où je discute avec elle, j'essaye de comprendre son écosystème et tout, tu vois? mmh, Mais moi je parle en perso, tu vois? Selon moi les gens aujourd'hui ne veulent plus ça. Après ça dépend de ton avatar, tu vois? Si tu es dans le make money, que tu promets full argent et que tu veux faire de la masse et que ça marche pour toi, tant mieux, tu vois? mmh. Mais, selon moi, un conseil que je pourrais donner, et je donne aussi à mes clients, tu vois? Sur les promesses, faut y aller mollo, tu vois? Les gens ont besoin de temps, les gens ont besoin de pouvoir faire ça au début à côté de leur travail, et après de pouvoir, pourquoi pas le lancer, à 100, tu vois? Mmh. Ouais, c'est on se le disait justement dans un autre podcast avec mon associé, on parlait d'une espèce de crise de la confiance, notamment due aux promesses un peu abusives. Ouais, Et c'est vrai que justement, je le vois aussi dans ton accompagnement qui dure 6 mois et pas ouais, 3 mois, qui était un peu la durée, phare avant, parce que justement c'est un délai qui est relativement court. ouais, Et c'est vrai que 6 mois, ça donne un côté un peu plus atteignable déjà à n'importe quelle promesse parce qu'il bah, il y a du temps. ouais, Mais c'est assez pertinent ce que tu me racontes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu sais dissocier les 2 et que pour autant tu rentres dans le business des autres pour essayer de les ouais, comprendre et ouais. d'y trouver une certaine cohérence. Hem, c'est intéressant parce que du coup je me pose la question, hem, quand il y a vraiment une niche que tu arrives pas à comprendre, est-ce que tu arrives à faire, une presta qui est de qualité quand même malgré tout? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas comprendre justement un business ou pas du tout? Ouais, ça m'est déjà arrivé de pas comprendre, ou pas trop capter ce que la personne faisait, et je Mmh mh. m'intéresse vite et j'essaye de comprendre, tu vois? Parce qu'en Mmh. fait, le truc c'est que, un secteur qui est totalement différent du tien, tu peux quand même, rapatrier certains systèmes, méthodologies, Mmh. process et cetera dans ton activité à toi aussi. Donc non, j'essaye toujours de m'intéresser, tu vois? De n'importe quel secteur, je discute, je regarde ce que la personne a mis en place, ce qu'elle a construit et cetera, tu vois? Et je trouve ça toujours intéressant d'être plutôt curieux que d'être fermé sur un truc et de se dire: Mmh. «Non, ça j'aime pas du tout». Ouais, tu peux ne pas aimer du tout, mais c'est intéressant de pouvoir discuter avec une personne, de débattre. Moi, je suis pas aligné avec ça, mais vas-y, je t'écoute, explique-moi un petit peu ce que tu as fait et tout, tu vois? Ouais, C'est ma personnalité. Après, je préfère être curieux que de me fermer une porte, en face d'une personne, tu vois? moi, je pense qu'il y a un autre point aussi, c'est la nuance. Je pense qu'on en manque beaucoup. C'est aussi, le pourquoi de ce podcast. C'est qu'en fait, on manque de nuance. On est trop radicaux dans, je suis, absolument d'accord ou absolument contre ça, C'est ça, sans poser de questions et c'est aussi, ce que je recherche. C'est comprendre, c'est, écouter, c'est, nuancer un avis parce qu'il y a exactement. rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc et ce que tu décris, c'est exactement ça. C'est de cette capacité à: «OK, mon premier avis, c'est ça, mais je vais aller lui poser des questions, essayer de la comprendre, Bah, ouais, et nourrir mes curiosités pour justement avoir des réponses qui sont plus éclairées, tu vois? exactement. Heu et je trouve que c'est hyper intéressant et d'ailleurs on le retrouve beaucoup, je sais pas ce que tu en penses et si tu le vois aussi, mais justement cette idée de la nuance qui manque parce que, bah, on est dans un monde, alors, moi je suis beaucoup la politique parce que j'aime ça, mais, toi je sais que moins, mais pour le coup on est dans un monde où les gens ont des avis de plus en plus radicaux, d'un Mmh. extrême ou d'un autre et s'écoutent plus trop et posent plus trop de questions. Je sais pas si c'est quelque chose que toi tu retrouves aussi, à Dubaï ou si justement c'est un peu préservé de cet aspect très extrême, très radical? Est-ce que dans les connaissances que tu as, il y a aussi ce point commun de nuance, de curiosité, d'ouverture un peu, mentale? Tu Ouais, retrouves ça aussi, autour de toi ou, au ouais. contraire tu as cet aspect très radical? Non, 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 c'est des gens quand même qui sont,
très curieux de tout, tu vois? Mmh. Je sais pas, je prends, l'exemple de Yomi, c'est quelqu'un de très cultivé qui s'intéresse vraiment à plein de secteurs différents. Antoine, c'est quelqu'un de très, très, très curieux aussi. OK. Non, tous, tu vois? Jordan dans l'immobilier, ma cliente, on est constamment, à la recherche des nouveaux projets, des nouvelles lois dans l'immobilier, enfin elle, hein, plutôt que moi, mais enfin moi, du coup, je m'intéresse de ouf à l'immobilier aussi à Dubaï, mais non, ils sont franchement, ils sont tous, et en fait, dans tous les cas, tu le ressens, tu vois? Quand tu parles à quelqu'un en face et que Mmh. tu lui poses des questions sur son activité et qu'elle, elle te renvoie pas trop la balle, c'est qu'elle est pas comme ça. Mmh. Franchement, j'ai jamais eu une personne en face qui m'a pas dit: «Mais toi tu fais quoi? Ah mais tu fais ça comme ça, mais pourquoi tu fais pas ça comme ça?» Et moi derrière je vais lui Mmh. dire: «Ah mais toi tu fais comme ça? Ah intéressant, mais pourquoi tu fais pas ça?» Et vice versa, du coup la discussion elle est vraiment enrichissante, tu vois? Ouais, carrément et puis ce qui est très cool, c'est aussi de, tu sais, de mettre en perspective tes propres, certitudes et de dire: «OK, moi je pense comme ça» ou «Mon avis c'est Ouais, ça» exactement. Ouais, et bien sûr. soit, la personne elle peut pas le contrer et donc du coup c'est elle qui a un enrichissement, soit c'est Mmh. le tien qui, finalement est déconstruit et donc du coup juste, bah, tu as un avis qui est encore plus structuré, tu vois? Qui est plus Ouais, c'est sophistiqué. ça exactement. C'est, heu, c'est plus solide en fait, je trouve, de manière générale. Ouais et puis c'est OK, tu vois? Moi j'ai des clients des fois, enfin je suis pas d'accord avec certaines choses qu'ils font, je vais leur Mmh. dire et tout et je trouve que c'est aussi cool de pas, être que en mode, je vais te brosser dans le bon sens, du Mmh. poil, on va dire quoi. Je sais plus si c'est ça vraiment l'expression, mais en grosso merdo c'est ça. Même si c'est ton client, tu vois, qui fait une pub ou une vidéo où tu dis: «Mais attends mec, pourquoi tu fais ça alors que tu vends ça derrière?» Tu vois? Faut pas hésiter à lui dire. Donc Mmh. et je pense que c'est ça aussi que les clients recherchent. Ça, c'est, avoir aussi cette vérité, tu vois? Et cet avis sur ce qu'ils font aussi, tu vois? Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, en général, tu sais, le client est roi, il Ouais, le faut, client est roi, évidemment, s'il veut shooter un truc, je vais lui shooter, tu vois? Mais je vais lui dire: «Moi, selon moi, c'est pas comme ça que j'aurais fait. Après, je vais te le shooter sans problème avec la meilleure qualité possible et le enfin, avec le meilleur editing possible derrière, mais j'ai par A plus B, moi je pense que ton image c'est pas ça, tu vois? Mais on y mmh, va, hein, c'est OK de moi je trouve c'est intéressant de donner l'avis. Après, mmh les gens te font appel pour shooter donc évidemment tu shootes aussi. Mais je trouve c'est intéressant d'avoir ce regard aussi un peu critique, tu vois? Parce que des fois ils mh. peuvent se dire: «Ah ouais putain, ouais effectivement, vas-y viens on fait ça et tout», tu vois? Ouais, puis même rétrospectivement, s'ils se sont vraiment butés dans leur idée et qu'ils se rendent compte que ça marche pas, ce qui est intéressant, c'est que même après la presta, ils peuvent se dire: «Ah en fait, Lucas, il avait raison, il est vraiment Ouais, c'est ça. intelligent, il a vraiment de l'expertise» et donc du coup, ils reviennent vers toi en mode: «Bon OK, je vais t'écouter, c'est bon, Ouais, ouais, c'est» ou ça se trouve ou j'aurais tort, attention, mmh. je peux avoir Ouais, tort bien sûr. aussi, hein, c'est sûr, tu vois? Mais je trouve c'est intéressant de poser, son avis et moi les clients avec lesquels j'ai, tu vois, on discute beaucoup de leur business, de trucs aussi, bah, très perso aussi, tu vois? Mais on échange sur plein de choses, tu vois? Mmh. Moi ils m'aident, moi je leur apporte aussi l'expertise que j'ai avec, tous les clients que j'ai, et avec lesquels j'ai pu bosser, avec lesquels je bosse actuellement et ça ils apprécient aussi fortement, tu vois? Ouais, carrément et du coup, question, est-ce que c'est cet aspect très très, débat, très, même, partage d'idées, partage de Ouais. connaissances et même juste de partage tout court, c'est un truc, dans ton activité qui est aussi nourrissant que le fait de créer et de faire la presta elle-même? Est-ce que c'est un truc que genre, tu sais, dans le plaisir que tu prends à faire ce que tu fais, ça en Mmh. fait vraiment partie, cet aspect très humain, très échange, avec tes clients, c'est aussi un truc, hyper important pour toi? Ah ouais, moi j'y dis souvent, je pense que j'ai accès à à tous les cerveaux, de l'infoprenariat, on va dire, alors pas gratuitement parce que je travaille pour eux et je donne mon temps, tu vois? Mmh. Mais après, ils me payent la presta, ils sont très contents. Mais j'ai la chance de pouvoir avoir certains conseils que des gens ne pourraient pas forcément avoir, tu vois? Mmh. De pouvoir, je sais pas, lors d'un shooting, dire, «Bah, tiens, d'ailleurs, moi, je fais ça, tu t'en penses quoi?» «Beh, mec, tu devrais faire ça, 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 ça» et tu vois, un conseil venant d'un gars qui fait 200, voire quasiment 1 million par mois, bah, c'est quand même ouf, tu vois? Donc ça, je suis très reconnaissant. Après, je suis pas là en mode, je vais te gratter full conseil. Moi, je Mmh. fais ma presta et quand je vois qu'il y a des moments où on discute, où on est à table ou quoi, où la caméra est un peu off, moi, je vais m'intéresser à la personne et elle, dans tous les cas, comme j'ai dit, auparavant, la personne va toujours me demander: «Alors toi, ça se passe comment? Tu fais quoi?» et cetera et va avoir un regard critique parce qu'en plus, elle connaît pas trop mon activité, tu vois? Donc et là-dessus, elle va pouvoir m'aider, au tac, tu vois? Trop bien, trop, trop bien. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast et j'avais prévu une question pour terminer, mais j'ai envie de la Mmh. changer vu ce que tu me dis. OK. Hem,
si on devait regrouper justement, tous les conseils que tu as pu recevoir de tous ces infopreneurs, de toutes ces grosses têtes ou même, que tu aies pu leur donner, Ouais, et que tu devais en choisir un seul à donner, ici dans ce podcast, aux auditeurs, ce ouais. serait lequel? Ah, un conseil, ça peut être une phrase aussi? Ça peut être une phrase. Ouais, bah, moi j'ai bien aimé, qu'Émile une fois il m'a dit une phrase. Il m'a dit, «L'entrepreneuriat c'est un marathon, mais seuls les sprinteurs gagnent» et j'ai trouvé ça très intéressant, où en fait il faut, être OK avec le fait que ça va prendre du temps. Par contre, il faut se bouger le cul, tu vois? Si il y a pas, et ça c'était un boxeur qui le disait, je me rappelle sur un TikTok, ça avait marqué. Il y a personne qui va arriver avec un plateau d'argent et qui va dire: «Tiens, voilà tes clients, voilà ton business qui tourne, voilà, juste fais ça», tu vois? Ça n'existe pas et même dans la vie, dans tous les cas, ça n'existe pas. Donc j'ai bien aimé cette phrase, tu vois? Et si je devais en rajouter une de plus, tu vois? Je me rappelle, c'était, quand on allait faire une vidéo, surf à Abu Dhabi, donc il y avait le frère de Yomi, moi j'étais devant et Yomi et Antoine étaient derrière et Yomi a dit un bon conseil, c'est, il faut se focaliser sur un seul truc, le poncer, travailler dessus à 100 et arrêter de se dire: «Bah, tiens, je vais lancer ça, je vais lancer ci, je vais lancer ça», tu vois? Genre solidifie ton 1er pilier avant de vouloir construire, quoi que ce soit à côté, tu vois? Trop bien, trop intéressant. Merci beaucoup Lucas pour ton temps, Bah, merci dans à ce toi, podcast. C'était très cool, très intéressant et puis, écoute à charge de revanche. Merci à toi. carrément merci.